My sprinkler. Donc, depuis la dernière fois, on y va d'une tradition. Bonjour, chers auditeurs, téléspectateurs. Téléspectateurs. On dirait que je suis en 84 à Télémétropole et je suis... Tu viens de monter ton âge, là. On voit bien les lignes blanches sur le côté, non? T'es un petit vieux. Ben, bonjour, Eric. Et après avoir accueilli les téléspectateurs, les télésinos et les... Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Ça va bien. Ça va très occupé de ces jours-ci. Oui. Mais c'est bon. C'est le fun. Cool. Toi, occupé? Oui, ça court un petit peu, tant professionnellement que personnellement. Mais c'est cool. Ça fait du bien d'être ici ce soir. On peut relaxer en bonne compagnie. Combien de coupes de cheveux ce soir? Combien de coupes de cheveux? 4. 4 coupes de cheveux? Mes 3 filles et ma blonde. Ouais. Ouais. La logistique familiale est un peu complexe, mais on est là. On est là. Et Mathieu, contrairement à la dernière fois, on va parler d'un sujet qu'on connaît avec quelqu'un qu'on connaît. Malade. Parce que la dernière fois, on a parlé d'un sujet qu'on n'a aucune idée. Mais c'était expérimental aussi. La Filorgue. Ouais, exact. Là, il était next level. Oui. C'était cool. Mais c'était vraiment cool. C'était vraiment, vraiment cool. Fait que pas de pression sur l'invité de ce soir. Mais Alex, salut. Mais c'était vraiment cool, Alex. On a-tu fini déjà le podcast? J'ai manqué un mot. Salut, Alex. Où est-ce que les gens peuvent te contacter? C'est le podcast le plus court de l'histoire. Oh, oui, c'est comme les White Stripes, c'est leur concert, une note. Ah oui? Oui. Malade. Oui, c'est sur YouTube. C'est très Jack White-esque. Là. Oui, absolument. Alex, on va te donner bon la retour, parole. Alex. Merci. Comment vas-tu? Ça va bien. Et toi, ta journée? Ça va occuper, mais ça va bien, oui. OK, cool. Plus proche du milieu, s'il vous plaît. Sinon, tu vas te faire chicaner. Ça va bien. Ça va occuper. Mais ça va bien. Ça, on va y arriver. Mais ça va bien, cool, génial. Donc, de quoi on parle aujourd'hui, Eric? On va parler de coaching. Mais pas du coaching agile, pif, classique. ouais, on s'amuse avec Scrum puis des frameworks. Ouais, en écoutant des vidéos YouTube. Là. OK. On va parler de coaching ICF. De qu'est-ce que c'est ça, ICF? On a une personne pour répondre. La ICF, c'est la International Coaching Federation. Et voilà. C'est-tu comme la WWF, ça? Un peu, mais des coachs professionnels. C'est une des deux organisations que Alex connaît. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est une des deux que je connais qui certifie des coachs professionnels. OK. C'est une des deux, tu dis? Oui. L'autre, c'est quoi? Je connais même pas l'autre. OK, désolé, je l'ai pas de poignet. Il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième. Mais Fait qu'il y a ICF puis il y en a une autre. mais ICF est définitivement meilleur. Là. Mais ICF, je te dirais, est plus structuré, plus répandu un peu dans le monde. Et clairement plus connu. Plus connu d'Alex. Et de Eric et de Mathieu, je pense. Ouais. Tantôt, j'ai lu la feuille puis j'ai fait ICF Québec, j'étais persuadé que c'était en anglais. Puis, oui. Voilà. Puis je dois dire d'ailleurs, shout-out à ICF Québec parce que je vous avais envoyé, je pense, les principes là, de. Je trouvais qu'ils étaient documentés lourd un peu. Puis là, je regarde la feuille que tu as fait imprimer pour le podcast de ce soir, ICF Québec. Puis c'est super, je trouve, succinct et bien synthétisé. Fait que, ouais. Attends un peu. J'ai aussi ICF Winnipeg, si tu veux. Tu vois? Ouais, c'est un peu plus lourd, puis les nuits sont longues à Winnipeg. Je t'en veux aujourd'hui, je sais pas, désolé, je vais me calmer, c'est promis. Donc, coaching professionnel. C'est Alex, j'ai pris un coup, pas toi, là. Excusez, donc, coaching professionnel. Mais de qu'est-ce que c'est ça, le coaching professionnel? C'est vrai parce que le dernier podcast que j'ai fait ici, on parlait de coaching agile en marketing. En marketing, oui, c'est vrai. On a touché ouais. un peu au coaching. Ouais. Tu as fait une blague comme quoi j'étais coach agile. Puis Alex, c'est un coach, puis tout ça. Puis c'est quoi le coaching? Moi, je suis pas de blague, moi. Moi, je suis toujours sérieux. Jamais, ouais. Mais je suis curieux de mettons qu'on... On flippe ça? C'est un quiz. OK. Il a dit que ça marche pas. C'est quoi le coaching? De qui c'est que c'est qui y va? Vas-y. OK. Ben, pour moi, le coaching, là, agile ou peu importe, là, c'est aider les gens à atteindre leur objectif et partir avec la prémisse que j'ai pas la réponse. Fait essayer de les accompagner là-dedans pour qu'ils atteignent leur objectif. Ça fait du sens? Puis là, moi, je le vis plus face à des équipes. La dernière fois, c'est lui qui a répondu c'est quoi le marketing, puis il t'a dit qu'il a fait une maudite belle réponse. Pour vrai? Oui, t'avais drop the mic, man. 2 en 2. C'est 2 en 2? Je dis peut-être des niaiseries, mais ils sont pas pires. 2 en 2. Okay. Non, pour vrai, oui. OK. Je suis d'accord. Okay. C'est ça le coaching pour moi. Oui. Je m'appuie beaucoup sur le grow pour définir le coaching. C'est quoi tes objectifs? C'est quoi le contexte actuel, la réalité d'aujourd'hui? Le haut, c'est quoi les options qui sont devant toi? Et que la fausse compréhension du coaching, c'est qu'on ne peut pas challenger le coaché. Ouais. Ben on peut. Fait que le W, c'est ça. Le will forward.
Tu fais quoi, man? Pour quand? Et pour quand? On se revoit quand? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Tu vas l'observer comment, ta patente? C'est pas 100% passif. Il y a un volet actif. Et normalement, le coaching exclut le mentorat. L'expertise. Ou tu changes de casquette des fois. Tu sais, ça peut être correct. En coaching, non. En coaching agile, tu mets la casquette que tu veux quand ça te tente. En coaching agile, tu as plusieurs casquettes. Ça, là, ICF, là, si on se fie à leur. Tu as une casquette. C'est coach. C'est exactement ce que c'est dans l'entente de contrat que tu établis avec la personne. Ouais. Exactement. Ouais, j'ai aimé ce que tu as dit. Tu as dit où le coach ne fournit pas les réponses. Ouais. Quelque chose comme ça. Je paraphrase, là, mais. C'est ça. Je repars avec la prémisse que je ne sais pas comment résoudre ton problème, dude. Mais on va trouver ensemble. Ouais. Ben, tu vas trouver, je vais t'aider. Je vais t'aider à trouver. Exact. Exact, c'est ça le coaching. Fait que ce soir, on va explorer les règles de base ou les compétences de base définies par le ICF du coaching, mais en étant conscient que les gens qui nous écoutent souvent ne feront pas la certification ICF. Toutefois, il y a plein de perles là-dedans qu'un gestionnaire qui veut créer une organisation, je vais dire... au goût du jour, moderne, des équipes apprenantes, des équipes auto-organisées, voire même auto-gérées. Peut-être qu'un gestionnaire soit en mesure d'ajouter à son coffre à outils quelques compétences de coaching. Oui. Ça fait du sens? Ça fait tellement de sens. Puis c'est drôle, ça me fait penser, quand je me suis inscrit à mon cours d'ICF, j'ai fait mon cours d'ICF dans le programme de Professional Goal-Centric Coaching à Concordia. Okay. Ah, OK. On était 30 dans ma cohorte, je les salue d'ailleurs. 30 amis maintenant à moi. Salut. Ça doit être intense, un souper de coach ensemble qui. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, faudrait voir, je sais pas. Si c'était un arbre, là, il ferait quoi? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qui manque dans ton assiette? Donc, c'est intense que ça. Mais le training en soi est intense. Comme pleurer puis te mettre vulnérable puis avoir, tu sais, comme le coaching, des fois, ça peut être personnes que tu connais pas. Avec des gens que tu connais pas, ça tisse des liens. Voilà le premier obstacle pour qu'un gestionnaire puisse se mettre dans une posture de coach, la découverte de soi-même. Je pense qu'il est un thème, honnêtement, qu'on va revenir beaucoup, j'ai l'impression, ce soir, là, parce que ça part de là. Pour être un bon coach, pour bien coacher quelqu'un, il faut vraiment être en maîtrise de soi-même. Il faut à quel point c'est pas toi qui as les réponses comme coach, mais ta connaissance de toi-même, ta capacité à accueillir les émotions de l'autre passe beaucoup par toi, comment tu es capable comment tu te connais, puis comment tu es capable de te réguler, puis de ton discours interne à toi-même. Puis tout ça. Que soit cohérent avec ce que raconte ton cheminement à ce niveau-là. Ou... Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on parlait d'un gestionnaire qui veut peut-être utiliser ces outils-là. Pour. Je ne veux pas dire de nombre, mais j'ai une bonne portion des gens avec qui, je me rappelle, en première journée, on faisait nos introductions, pourquoi on est là. Dans la formation, tu vois? Dans la formation à Concordia, là, avec mes 30 collègues. Puis j'ai tellement de mes collègues qui étaient mais je suis gestionnaire, je gère une équipe, j'ai telle position de gestion, je travaille sur mon... Ça revenait tout le temps. Je veux être capable d'aider les gens à grandir vraiment. Puis j'ai l'impression que j'ai pas les outils. Puis il y a beaucoup de gens qui allaient vraiment dans le programme là, pour devenir coach professionnel, là, qui n'est pas donné, là, qui prend 1 an de ta vie quand même assez activement. Là, c'est un bon 15 000 facile. Doit être 12, 15 000. Dans ce coin-là. Je suis agréablement surpris que dans les 30 personnes, il y avait quelques ou plusieurs gestionnaires? Plusieurs, là. On parle d'une dizaine au moins. Là. OK. Fait que les autres, c'est quoi le profil des autres? C'est ça qui m'a frappé. Moi, j'avais mon profil à moi en tête. Puis j'étais comme, il va y avoir des Éric Laramé, des Mathieu, des gens peut-être qui ont touché au coaching de par la bande en faisant, en coaching agile, on a plusieurs casquettes, le facilitateur, enseignant, mentor, expert Jira. Expert Jira, ça c'est expert safe, expert ci, expert ça. Fait que je m'attendais à avoir des gens un peu comme moi, puis j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait des gens qui venaient qui avaient pris qui avaient élevé des enfants puis qui retournaient sur le marché du travail puis qui étaient comme non, moi je veux avoir un impact différent chez les gens, le coaching ça m'interpelle. Il y a des gens qui étaient déjà en coaching mais par exemple en coaching de fitness puis qui étaient comme de fitness? Ouais, j'ai une collègue qui est une excellente coach professionnelle aujourd'hui. Natasia, je la salue, ça l'écoute. Salut. C'est une tradition en passant pour faire ça. Qui est une excellente coach de fitness puis qui était comme je veux faire plus que ça. Fait qu'il y avait vraiment des profils je pensais à vous appliquer le coaching professionnel dans le contexte du fitness. Je pense qu'elle fait un peu des deux, mais... OK. En fait, tu pourrais. Tu tapes probablement un plafond à un moment donné dans le fitness, puis là, comment on déverrouille ça? La performance, les enjeux que les gens vivent avec la performance, puis tout ça, Ouais.
Mais Alex, je veux te voir pleurer. Je veux que tu me racontes ton cheminement, ton journey dans ta découverte de soi-même. Parce que moi j'ai fait à quelques reprises des formations de communication non violente, puis c'est beaucoup ça aussi. Bordel, c'est tough. Oui. Et que c'est tough. C'est vraiment tough. Moi, je suis rentré dans le programme en pensant que j'étais déjà un coach. J'étais déjà hot. Tu voulais juste aller chercher le papier. Là. Tu voulais pouvoir le mettre sur ton J'avais LinkedIn. des séances de one-on-one de coaching dans mon rôle de coach agile où j'étais. J'avais lu Clean Coaching. J'avais lu plus que juste le livre Coaching Agile Teams by Liza Atkins. T'avais maîtrisé la question « Qu'est-ce qui manque? » qu'est-ce qui manque? J'avais travaillé avec Eric. J'avais travaillé en mandat avec Eric où à chaque question que je posais qui était une yes-no question, une question fermée, il me disait Alex, question fermée, pas une question ouverte, ça. J'avais travaillé, là, tu sais, fort. Oui. Merci, Eric. As-tu retourné ton collier électrique depuis? Non, j'ai pas. Quand je pose une question fermée, ça choque plus. Ouais, parce que je donnais un choc à chaque fois. Mais là, ça a été bien intégré au niveau de ton subconscient, ça se fait automatique. Le visage d'Eric qui apparaît en arrière et qui dit c'est une question fermée. Mais j'ai d'autres visages qui apparaissent. Personal journey. J'ai eu d'autres formateurs. Ouais, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même? Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de profondeur auquel tu es confortable, bien sûr. Ben, moi, les premiers. Tu sais, dans le programme, on se coach entre nous. Fait qu'on fait des triades, puis tu sais, ben Mathieu, tu vas avoir un sujet pour moi, puis je vais te coacher. Puis après ça, Eric va me coacher, puis après ça, tu sais, on fait comme un espèce de petit... un cercle de co-dev, là. Exact. Puis bon, ben, au début, j'étais comme, OK, je vais travailler à 120%. Pour ton information, tu vas te faire coacher à quelque part. C'est sûr, comme année, je vais être le crash test demi de quelque chose. C'est sûr. Excuse-moi. Je vais faire un personnage quelconque. Si t'es consentant, je finis toujours par le faire, c'est bien correct. Ça me fait plaisir. En fait, c'est le fun. Puis je me rappelle ma première séance dans ce contexte-là de training où il y a quelqu'un, puis en plus, on avait plein de mentors là, excellents, là, des coachs professionnels expérimentés qui nous mentoraient, qui prenaient des notes pendant qu'on... Moi, j'avais Jim Gavin, qui est le docteur Jim Gavin, qui est psychologue et MCC, donc coach professionnel le plus haut niveau de coach que tu peux être. C'est Monsieur Miyagi. Là. Exact, c'est le Miyagi du coaching. Là. C'est lui qui a créé le programme à Concordia avec sa collègue Madeleine. C'était lui qui prenait... pas tellement intimidant, tellement zen, tellement une belle personne, facile à côtoyer, mais le fait de savoir que c'était comme le Miyagi du coaching qui est en train de prendre des notes quand je fais ma première séance, j'avais une espèce de pression de performer, ce qui est absurde, dans le fond. Ce qui est absurde parce que t'es là pour le client, tu sais. Exact. T'es pas là pour toi, puis t'es pas là pour montrer ce que toi, tu peux poser comme question. T'es donc bien brillant dans ta question. C'est la plus meilleure question ever. C'est ça. Le plus important, c'est comme, est-ce que le client s'en va à un endroit où il a besoin d'aller? Souvent, c'est un endroit où il n'est pas capable d'aller par lui-même. Parce qu'on se paye un coach, on va voir un coach parce que quand nous, on fait de l'introspection, quand nous, on réfléchit à nos trucs, on est pris. On spin dans un certain cercle, puis un coach, ça t'aide à voir les choses différemment, puis à te faire des miroirs ou à utiliser des techniques pour te faire réaliser, hey, oui, OK, ouais, je vois pas ça de la bonne. Fait que de se mettre une pression sur des questions que tu poses, déjà, c'est ridicule quand tu vois ça comme ça. Parce que... En plus, t'écoutes pas le client à ce moment-là. Non, t'es en train de réfléchir. T'analyses toi-même. T'es en train de dire, OK, le client dit ça. OK, il a dit ça. OK, déléguer, c'est pas son fort. OK, pourquoi déléguer, c'est... Pourquoi OK, alors pas. Là, t'es comme en train de. Okay, qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Puis, t'es-tu vraiment présent? Puis, il y a un des principes là, dans les core, les compétences essentielles de coaching. Qui est, je vais dire en français, là, je les en anglais dans ma tête. Tu peux y aller bien. Mais il y a l'écoute active. L'écoute active, le active listening, qui est comme core, là, c'est super important. Puis la présence, là, être présent pour le client. Puis être présent, ça veut dire être présent physiquement. Ça veut dire être présent. On va en parler de l'écoute active. On va rentrer dans le détail. Recule un peu. Okay. Découverte de soi. OK, on le garde pour plus tard. Là. Tu le mets dans le congélateur. On part l'écoute active. Ça, c'est un fichu bon outil là, pour notre gestionnaire de tantôt. Oui, parce que l'écoute active, les questions puissantes, bien sûr, même ça me surprend que ça soit là. Il y a plusieurs personnes qui pensent qui sont bonnes là-dedans. Oui. Moins inclus, mais peut-être qu'on n'est pas si bon que ça. On va en parler. Moi, je suis surtout curieux. Ton cheminement personnel, ta découverte de soi-même pour que tu sois un meilleur coach. Moi, je suis passé de je dois là, être le meilleur coach au monde. Je dois poser les meilleures questions au monde parce que je veux vraiment aider mes clients. Puis tu sais, j'allais là, Mathieu pourrait me conter une de ses problématiques, là, puis au lieu de réfléchir à comme qu'est-ce que je pourrais poser comme question qui le ferait réfléchir? Comment je peux être curieux par rapport à ce que tu me dis?
j'essayais un peu de faire ça, mais un peu aussi d'être comme, OK, mais c'est quoi le résultat à la fin? Là? C'est quoi vraiment la solution pour Mathieu? La chose qu'il ne faut pas faire en coaching, on n'est pas consultant. On n'est pas, tu sais, des fois en agilité, là, moi je suis un coach agile dans la vie, là, avant ça. Là, fait que des fois, j'ai les réponses à. C'est quoi la taille maximum d'une équipe pour bien collaborer? J'ai une réponse en tête. Là. Je suis comme, si ton équipe a fait 16 personnes, tout pizza team. Là, j'ai une idée, j'ai des idées. Là, fait que c'est facile des fois d'aller chercher comme des. Ah non, c'est quoi la réponse à cette question-là? Puis je suis quelqu'un de très. Tout se passe dans mon cerveau. Là. Je suis pas très dans le ressenti beaucoup. Puis mes émotions sont souvent rationalisées beaucoup. Okay. Fait que j'étais beaucoup dans le rationnel. Puis là, tu m'expliques tes problèmes. Puis mon cerveau va sur des solutions tout de suite. Je suis curieux un peu. Puis je te pose des questions. Mais il y a tout le temps une traque en arrière que c'est. Mais on va arriver où là, à la fin du 1 heure de coaching où tu as besoin d'un plan d'action. Puis tu veux travailler cette semaine avant notre prochaine rencontre, puis tu veux aller quelque part. Un mindset rétro de Scrum un peu, là. Fait que moi, ça a été beaucoup... C'est l'étape 3, là, vite, faut qu'on converge. C'est quoi l'étape 5? Puis, moi, ça a été beaucoup de l'acceptation que je le sais pas, puis que je peux quand même avoir une bonne session de coaching avec toi où je vais te poser des questions. Puis il faut que j'arrête de trop réfléchir. Fait que moi, ça a été beaucoup être dans le ressenti. Tu sais, des fois, tu as des clients qui vont te parler de leurs problèmes, puis des fois, c'est des problèmes importants puis émotionnel, puis d'être tout le temps dans le ressenti, si tu me dis je vais pas bien, puis t'es en larmes, tu sais, puis c'est super important pour toi. Moi, je suis comme, OK, non. C'est quoi je suis vraiment en train d'être présent pour toi, tu sais, puis de l'accueillir, puis de... Fait que moi, ça a été beaucoup d'être capable de faire OK. Puis d'accepter qu'il y ait des silences, puis d'accepter que je réfléchisse, puis que j'avais pas besoin de répondre tout de suite, tu sais, puis de faire OK, j'ai une question pour toi. Fait que ça a été vraiment... Je pensais que j'allais accélérer, que j'allais apprendre plus de techniques puis plus de choses que j'avais pas vues dans mes livres. Ce que j'ai appris dans mon coaching, c'était que j'étais capable d'être un bon coach, en fait, encore plus en ralentissant puis en étant plus dans le moment présent puis moins dans l'intellectuel. Ouais. La tranquillité. Le silence. Le silence, c'est vraiment pas facile pour moi. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut faire des blagues parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup dans la vie, là, mais je comprends pas ce que tu veux dire. Mais même quand je sais qu'il faut que je fasse un silence, je suis capable de faire un silence. Je suis capable. Maintenant. Eric on a parlé de ça aussi quand on a travaillé ensemble un peu. Oui, peut-être ça se peut. Ouais. On a parlé d'utiliser le silence là, dans des contextes professionnels, puis je dis, oui, je suis capable, mais c'était très intentionnel, c'était pas naturel. Là, j'ai appris à le faire de façon plus naturelle, un peu à être curieux de qu'est-ce qu'il y a de plus, puis j'ai-tu besoin de mots pour savoir qu'est-ce qu'il y a de plus? Je peux-tu juste... Ce qui m'allume dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une différence entre le silence, tu sais, je sais pas, là, ça commence à être intense dans un meeting, puis là, volontairement, tu laisses un silence juste pour, tu sais, calmer le tout, ou juste un silence juste parce que je sais pas quoi dire, puis je l'ai fait pour vrai, là, Ou juste laisser les gens répondre, des fois, là. C'est ça. Tu poses une question. Je vois tellement de Scrum Master, coach agile, gestionnaire, de poser une question, un quart de seconde de silence, ils vont reposer la même question, ils vont ajouter une petite angle, ils vont donner une liste d'exemples, une choix de réponse, ils vont encadrer. Là, finalement, la réponse a été donnée par la personne qui pose la question. Des stacking questions. Taille. Est-ce que de la pizza, ça te tenterait-tu? Mais y a-tu quelque chose que t'aimerais manger au resto? Mais de la friture, t'es-tu down? Tu sais, comme clac, t'es empiles l'une par-dessus, Ouais. Ou des questions que c'est pas une question du tout, mais là, on en parlera tantôt. Souvent, des questions, c'est des jugements, c'est pas des questions, là, des questions loadées. Ouais. OK, fait que t'as découvert ça chez toi-même, que t'avais trop l'intention, tu voulais tellement aider le coaché que tu voulais lui offrir de l'expertise, finalement. C'est ton habitude d'offrir de l'expertise. Même dans des domaines où j'ai pas d'expertise. Et là, c'était super intéressant. C'est là que tu dis ça, parce que moi, j'ai appris à avoir une posture de coach chez CMC, des composants d'avionique, parce que j'avais aucune idée de ce qu'ils faisaient. C'est sûr que c'est tellement plus facile de... Hey, avant ça, c'est des applications back-end, whatever, que j'ai déjà codé, fait que je pouvais en parler. Oui, je pouvais donner un peu d'expertise. Mais en plus, quand je suis arrivé là, c'est de l'avionique. Là. Dans ma tête, Scrum, ça ne marche pas. Sont-ils malades à ces Scrum? J'ai quand même joué le rôle de coach agile, puis avec Scrum, ça date de longtemps. Ça date de 2008, je pense, à peu près. Fait que je posais des questions. Mais c'est le seul outil que tu as. C'est quoi l'avantage d'avoir des itérations de 4 semaines, des sprints, whatever? Ah, mais là, on pourra faire ça. Intéressant. Cool. OK, mais essayons-le. Ça ne marchera jamais.
Ça a marché. Je suis là-dedans à côté en ce moment-là. Ben oui, Hydro. Puis juste pour le fun fact, dans d'autres épisodes, j'ai parlé, je travaille dans de la radio mobile là, en ce moment là, chez Hydro-Québec. C'est un méga réseau. J'ai commencé à travailler avec une autre personne sur un produit. Entre autres, c'est la connexion de Churchill, puis le réseau électrique là, qui avait une électricité de Churchill Falls, en fait. Et là-dedans, pour communiquer sur un bout de réseau, c'est à travers une méga antenne troposphérique. Mais tu sais, c'est plusieurs pieds de large, l'antenne troposphérique. Il y a genre juste les États-Unis puis le Canada qui ont cette technologie-là. Tu utilises plein de mots que je connais pas, toi, là. Le signal bounce à la troposphère, une des couches de l'atmosphère. Peu importe, c'est pas grave. La preuve, c'est que je connais fuck all de ça, mais... Ça paraît pas. Non, il a l'air correct. T'en connais plus que moi. Oh, ouais, déjà. J'ai une couple de meetings dans le corps, mais c'est malade, c'est de la techno que je... Ben oui. On va faire quoi? Ça va être qui le PO? C'est vachement plus facile d'être en posture de coach à ce moment-là. Ouais. Bref, ça m'a fait du bien d'en parler, merci. Ouais, mais des fois, des problèmes personnels, là, tu sais, un ami vous parle. Votre réflexe, c'est quoi? Là? Hey, je sais pas, là, Mathieu, ça va pas bien ces temps-ci. Là, je suis stressé à la job. Là, je suis pas heureux dans ma job. Puis je dors pas. Puis c'est quoi ton réflexe, mettons? Je me reconnais. Mon réflexe, c'est pas de coacher, moi. Non, absolument pas. Mais ça dépend, c'est quel ami? Je dis comme ça, pas comme un bug, mais comme un feature. Parce que moi, il n'y a rien qui m'énerve. Que j'ai le goût de me défouler avec un ami en buvant une bière. J'ai le goût de parler de char. Pose-moi pas des questions poches en coaching. Commence pas à me coacher si je t'ai pas donné permission de me coacher. Fait que c'est pour ça que je le fais pas moi non plus. Infliger du coaching. C'est-tu beau? Infliger du coaching. La gang qui écoute, n'infligez pas du coaching. Vas-y. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça dépend avec quels amis. Il y a des amis, ou particulièrement ma blonde, où là, sans en infliger, mais on va établir un micro-contrat. Là, ça te tente-tu qu'on se fasse une petite séance? J'ai pas ton expérience, mais puis à la base, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Là. Moi aussi, j'étais assez quick, puis c'est ça. On a un rythme similaire. Mais oui, ça arrive avec ma blonde, puis j'ai un ami en tête avec qui ça va être OK, t'as peur, là. T'as-tu le goût qu'on prenne une bière, puis qu'on jase de la fille qui est à côté, puis du char qui vient de passer, ou t'as le goût qu'on creuse ta patente? Ça fait penser d'aller voir. À mon âge, on commence à oublier des choses. Fait que c'est encore plus facile à coacher. On n'a pas de moins en moins de réponses avec le temps. C'est pour ça que le vieux monsieur Miyagi était vraiment super bon coach. Peut-être, donc, qu'est-ce que tu recommanderais pour un gestionnaire qui veut faire le cheminement que tu as fait, mais sans faire de la formation nécessairement? Est-ce que on peut s'auto-découvrir un cheminement à la maison, au travail, ou avec même son patron à lui ou à elle? Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup d'heures de formation. C'est une question d'OD, ça. En fait, on dirait que tu avais le goût de les stacker. Hein? Oui, j'ai stacké solide. Hein? Pourquoi tu te sentais mal là-dedans? Donc, qu'est-ce qui manque sur le gestionnaire pour qu'il puisse faire ça? Je pense qu'il y a plusieurs façons. Je pense que chaque personne apprend pas ou découvre pas ce genre de cheminement-là de la même façon. Moi, je parle de mon training là, ICF puis de mes X nombre d'heures dans la dernière année. Mais dans le cadre de mon programme, j'ai aussi, on nous demande d'avoir des heures de mentorat d'un coach professionnel. Moi, j'ai travaillé avec Martin Proulx, que tu connais peut-être. Oui. Je le salue d'ailleurs. Puis ça a été vraiment, tu sais, Martin, dans notre première séance, m'a demandé est-ce que tu veux, je sais que c'est du mentorat que tu veux, mais est-ce que tu veux que je te dise telle vidéo avec ta cliente, à telle minute, tu as dit ça, pourquoi tu as dit ça, puis qu'on travaille vraiment telle compétence de coaching, tu l'as bien démontré, telle moins un peu. Ou est-ce que tu veux que je te coach aussi plus? Puis c'est quoi le ratio que tu aimerais avoir? J'ai dit, je pense que j'aimerais ça, 70% coaching, puis un peu de mentorat. Tu peux y aller précis comme ça? Ah, c'est ma façon de dire, il y a le coaching. On atteint sur les 10%, on arrête. On arrête, mais tu sais, j'étais comme, je veux passer mon examen. je veux avoir une idée des compétences que je maîtrise pas, puis savoir lesquelles travailler, oui, mais je pense que j'ai besoin de coaching. Puis déjà, là, je pense que j'avais une compréhension que les techniques, les principes sur papier en théorie, je les comprenais, mais qu'il y a quelque chose qui se passait dans mes séances, que le feedback que j'avais aussi, tu sais, Jim, mon mentor, me disait tu coaches d'ici un peu, coach de là. Puis j'étais comme, oui, ok, je comprends, mais comment? Mais comment, ouais. Ça me rappelle mes formations à l'université en psycho. Ouais. Toute la classe avait des notes hyper hautes, 90% montant là, pour les examens techniques.
Mais l'examen pratique, la moitié du cours coulait. Ouais. T'as la théorie. La théorie. T'arrives devant l'humain, puis ouais. On est habitué, je veux dire, on nous demande d'être dans notre cerveau tout le temps. Fait que c'est ça qu'on vit, c'est là-dedans qu'on excelle. Fait que c'est juste d'un jeune humain. âge. Ouais. Exact. Ouais. Fait qu'un gestionnaire qui... Ouais. Fait que moi, le coaching, ironiquement, là, je plug ma propre gang, là, mais le coaching m'a vraiment aidé à me questionner sur dans les moments où je pouvais être un bon coach, ou comme un gestionnaire, je pourrais avoir des moments où je coach mes employés. Qu'est-ce qui bloque, puis pourquoi les choses se passent pas comme je pense qu'ils pourraient se passer. Fait que d'aller voir quelqu'un qui fait du coaching, en plus, il y a le double avantage que la personne est coach. Fait qu'elle sait encore plus quelles questions vous poser parce que on disait faut pas se mettre en posture d'expert, mais quand tu es expert, tu sais, avoir un coach professionnel que tu travailles avec lui, le coaching, ça aide un peu, je pense, quand même. Parce que la personne, elle a vécu son propre trajet, elle a vu d'autres coachs professionnels avant, fait que ça l'aide un peu à... Fait que le coaching, définitivement, je pense plus que le gros cours, là... Jean-Paul, là, il est chez Hydro. Banque quelque chose Inc. Ou Hydro, et puis il dit, sais-tu, j'ai écouté le podcast de Sprinkler, j'aimerais savoir qui suis-je comme humain, comme individu, dans le but d'aider mon équipe et être capable d'être plus en posture de coach. Je fais quoi le lundi matin? Il veut sortir de la posture d'approuver des feuilles de temps puis des vacances. Là. Il veut contribuer au développement de sa gang. Là, ou être celui qui a toujours les réponses tout le temps. Il veut profiter du collective intelligence de son équipe, parce qu'il y a une gang d'ingénieurs super brillants, mais il veut être en mode plus collaboration. On est un peu dans l'immunité au changement. Là. Plus en mode collaboration, mais il est en mode contrôle, naturellement. Il soupçonne qu'il est plus en mode contrôle, il n'est pas en mode collaboration ou en posture de coach. Qu'est-ce que je fais lundi matin? Il y a un paquet de bonnes réponses à tout ça, mais ce qui me vient en tête, là, j'ai deux choses qui me viennent en tête rapidement. Là. Pour avoir une relation avec quelqu'un où je me sens à l'aise de m'ouvrir assez pour que les mots que Mathieu va pouvoir me dire ou me coacher ou peu importe les mots qu'on utilise pour décrire la conversation qu'on va avoir et la relation qu'on va avoir, il faut falloir que j'ai confiance. Confiance de m'ouvrir assez pour que tu puisses me poser des questions qui vont me faire réfléchir. Parce que si je ne m'ouvre pas, puis je te dis des choses qui sont très superficielles, de me poser plein de questions, ça ne va pas connecter tant que ça. Fait que moi, notre gestionnaire, je lui demanderais, pose-toi la question, comment est-ce que je crée une relation de confiance où moi, je vais faire confiance à mon employé, puis lui, il va pouvoir avoir confiance en moi, puis il va avoir un climat, on dit souvent le safe space, là, mais ça revient à ça un peu, parce que la personne, elle sent qu'elle peut vraiment avoir une discussion avec vous, puis c'est avec l'autre humain qu'elle a, et non juste avec le gestionnaire. Fait que réponds à cette question-là, parce que chaque personne, il y a différentes façons de créer de la confiance, puis juste vous qui le savez comment créer de la confiance. Là. Les relations humaines chaque relation humaine est unique. Là. C'est comme un digital print. Là. Comme un flocon. Puis est-ce que pour Paul, cette question, je viens de nommer notre gestionnaire Paul. Paul, c'est Paul? C'est Paul. Bob a été congédié depuis? Ben Bob, ça risque d'être moi. OK, c'est vrai. Appelons-le Paul. Est-ce que cette façon-là de créer la connexion, pour Paul, peut varier en fonction des membres de son équipe, genre avec tel type de personne, je connecte sur nos activités communes, sur l'autre, c'est juste d'être là, puis de jaser avec lui, puis tu sais, comment? Oui, honnêtement, quelque chose que j'ai appris aussi dans mon parcours de coaching, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on essaie de trouver la réponse. Il y a beaucoup de choses qui concernent deux humains en relation de professionnel de coaching ou de collègues ou peu importe, qu'on essaie de trouver comment la personne elle veut. Peut-être qu'on ne se donne pas le droit de demander explicitement, des fois. Fait que des fois, juste, hey, j'aimerais ça qu'on soit capable de se faire confiance et d'avoir des vraies conversations. Moi, c'est peut-être plus facile pour moi parce que je suis ton gestionnaire. Toi, qu'est-ce que tu aurais besoin pour sentir qu'on est dans un climat de confiance et que tu peux me parler? Qui est un défi monumental. Parce que le gestionnaire, il peut te congédier. Il a droit de vous de mort sur ta carrière. Comment créer cette relation-là, un dialogue authentique entre deux individus, quand un des individus a une partie du pouvoir que tu n'as pas? C'est tough. Mais il faut accepter aussi là, que en tant que gestionnaire, on peut s'inspirer puis apprendre beaucoup là, de la théorie sur le coaching pour être un super bon leader. Là. Je suis 100% d'accord.
mon opinion, c'est qu'on peut s'en inspirer puis qu'il n'y a que des choses positives à apprendre de ça. Mais il ne faut pas non plus se mettre dans l'idée qu'on va atteindre le même niveau de confiance, puis d'évolution, puis de croissance pour nos employés qu'il y aurait avec un coach professionnel. Parce qu'un coach professionnel, son agenda, c'est l'agenda du coaché. Exact. Le gestionnaire, il y a un double agenda. Ouais, puis on a un code d'éthique. Là. Moi, je pourrais pas... des gens avec qui je travaille dans mon rôle où j'ai une position de pouvoir... En fait, on peut pas avoir une double relation. Fait que si je suis... Tu ne fais pas avec ta blonde. Si exact. Là, je ne coacherais pas quelqu'un dans ma vie privée parce que c'est contre le code d'éthique d'ICF pour une raison quand même assez évidente, là, c'est que c'est difficile de vraiment être neutre puis de vraiment réfléchir à juste ton client puis ce qu'il a de besoin. Être à son service parce qu'il y a une relation autre. Ouais, c'est pas... Mais ça n'empêche pas le gestionnaire d'adopter certaines postures de coach jusqu'à une certaine limite, je veux dire, que le coach professionnel indépendant exact. Oublie ça. Là. Il y a un côté good enough. Là. Il y a un côté good enough, je pense, là, que bon, là, ce que je viens de dire, c'est que vous ne pourrez jamais faire votre training à ICF, puis après ça, charger vos employés pour être leur coach professionnel, puis que ce soit éthique. Mais ça veut-tu dire que... Ça veut dire des pings de salaire. Un sideline en même temps que ta job. C'est même rentable pour ta job. Ben oui. Pour l'entreprise, c'est double win. Tout le monde gagne. Sauf peut-être pour l'employé qui pourrait avoir ça quand tu... Mais justement, il y a good enough. Il y a un good enough où il y a moyen, je pense, de travailler cette relation-là. Mais ça se travaille à deux. Puis comme tu dis, c'est pas évident pour l'employé. Fait surtout l'employé en difficulté. Surtout l'employé en difficulté. C'est un petit animal blessé. Là. Comment veux-tu que cet employé-là s'ouvre envers toi quand son but, c'est de cacher ses difficultés? Je vais être très diplomate comme langage. Puis à ce moment-là, comment l'aider si l'employé est fermé? Comment bâtir une relation de coaching? Comment adopter certaines postures de coach comme gestionnaire? Aïe, aïe, non, c'est pas évident. C'est pas évident. Puis ma réponse est. Même comme collègue en passant. Même comme collègue. Oui. Parce que moi, je coach des individus one-on-one aujourd'hui, qui sont aussi des collègues. Tu sais, des fois, ça peut être tough comme situation. Là. Moi, j'adopte l'approche coach professionnel. Puis c'est toujours la même chose. Si tu as des questions à poser au gestionnaire, là, ben, tu vas voir lui, tu viens pas voir moi. Là. C'est ça la fin de la relation de coaching à ce moment-là. Puis, ce que tu viens de dire, c'est en coaching professionnel, on va avoir ce qu'on appelle l'entente de coaching. Ça va être quoi la nature de notre relation? Puis, oui, il y a le taux horaire, quand est-ce qu'on se rencontre, combien de temps d'avance pour annuler un rendez-vous, tous ces trucs-là, mais il y a aussi si tu te sens pas bien par rapport à des questions que je pose, il faut que tu me le dises, puis on s'entend qu'on va avoir des conversations. Moi, comme coach, je vais souvent te poser des questions par rapport à comment tu te sens présentement. OK, la séance, là, tu trouves-tu qu'elle s'en va dans une direction qui te sert? Tu sais, fait tout ça, on s'entend d'avance qu'il va avoir ces échanges-là. Fait que tu sais, ça force un peu les choses à être un peu plus explicites, puis à être discutées explicitement. Chose qu'on est vraiment... J'ai l'impression que c'est pas un réflexe qu'on a de rendre les choses, de poser les choses explicitement ou de dire Eric, je suis sur ton podcast, c'est quoi tes attentes comme invité envers moi? C'est pas quelque chose qui est naturel. Je pense que je le sais. C'est parce qu'on veut aller vite. On a l'impression qu'on va gagner en productivité. On va partir avec. On a des ententes implicites. Fait que ce que vous nommez, là, ce que tu nommes en disant c'est un défi, puis il y a la relation comme de pouvoir un peu. Moi, je le mettrais sur la table parce que ça existe. Je pense que les deux personnes y pensent. Le gestionnaire le sait et en est conscient. C'est un éléphant solide. S'il est rendu là dans notre podcast, il en est conscient là. Je pense qu'il l'est déjà. Probablement la majorité des gestionnaires le sont. L'employé le sait aussi parce qu'il sait comment il se sent. Fait que c'est comme l'éléphant dans la pièce un peu, comme tu dis. Soyons transparents, puis dites là. Je sais qu'il y a des choses que tu ne me diras pas comme mon employé. C'est correct. C'est correct. Mais essayons de voir jusqu'où on peut aller ensemble. Puis, tu sais, explorons-le, cette limite-là. Peut-être plus loin qu'on le pense aussi. Là. Peut-être pas mal plus. Puis des check-ins aussi, souvent. Des check-ins? Dans le sens que si je te pose cette question-là, mettons, t'es mon employé, là, puis je te dis, hey, j'aimerais ça avoir cette relation-là avec toi, parce que je peux t'aider à grandir, etc. Je sais que pour ça, il faut qu'on se fasse confiance. Mais je sais aussi que je suis ton patron, puis
pas toujours évident d'avoir des conversations avec son patron. Je représente plus que juste un autre être humain pour toi, ce qui est totalement normal. Comment est-ce que tu penses qu'on peut se faire peut-être que tu fais OK, tu n'auras pas de réponse là, où tu vas me dire, ben, tu sais, je sais pas, j'aimerais peut-être ça que tu me dises quand tu as la casquette de mon gestionnaire, puis quand tu as la casquette d'Éric, d'Alex qui veut m'aider. OK, on peut faire ça de même, puis on peut être off the record, on the record, puis être plus OK. Mais comme une fois que tu as fait ça comme gestionnaire, tu as fait quelque chose de quand même très difficile, on s'entend. Là. C'est pas évident de poser cette question-là puis d'avoir cette attitude-là. Puis quand même assez rare aussi. Puis j'ai jamais vécu ça, là, personnellement. Un gestionnaire non, je pense pas, non. Ben, ça demande de la vulnérabilité, là, parce que dans une relation de coaching professionnel, c'est plus normal de le faire. Puis les premiers clients que j'ai eus, pour de vrai, avoir ces conversations-là, c'était comme attendu un peu, mais les gens ne savent pas c'est quoi un coach professionnel. Puis déjà, les gens sont tellement pas habitués de se faire comme que tout soit dit, puis ouvert de même, que des fois, je sais pas. Ça s'est toujours bien passé. Fait que c'est un défi, mais ce que je veux dire par des check-ins, c'est de pas faire OK, je l'ai fait une fois. C'est de faire comme OK, la prochaine fois. Renouveler. Tu te rappelles, on avait dit ça. C'est encore vrai. C'est encore vrai, puis tu te sens comment par rapport à ça? On a-tu fait du chemin? Ça peut être dans l'entente de coaching. L'étape 1, c'est on check-in d'abord. Ouais. Soit on avance dans les prochains sujets. On continue de check-in de temps en temps. Fait qu'un gestionnaire, là, prochain one-on-one, là, de dire hey, on avait eu cette conversation-là, tu m'avais dit ça. Juste, si t'as autre chose, si ça a changé, fais-moi signe. Puis de temps en temps, même de demander, peut-être même des fois, sur 10, là, comment tu as confiance que tu peux m'aborder les trucs. Là. Peut-être que ça va être plus facile pour moi de dire ben, je suis à 6 sur 10. Que de répondre oui, non. Que de répondre non, je vais peut-être dire oui, j'ai confiance, Eric. Mais si tu me demandes sur 10, je vais peut-être dire, ben, tu sais, 6. Oui, c'est plein de bons je veux dire trucs, mais c'est plus que ça. Là. Ouais, c'est des belles choses, des belles habitudes à prendre pour un gestionnaire aujourd'hui. Je pense. Là, il y a une couche que je ne veux pas qu'on rentre là-dedans, là, mais juste pour le fun, je pense à Hydro-Québec. Ton employé syndiqué. Ouf! Ah oui. Ouf. C'est un autre éléphant que tu peux mettre, que tu peux mettre sur la table. Puis dire, oui. J'imagine que c'est un gros éléphant. C'est un gros éléphant. C'est dépendamment du contexte. Est-ce que la négociation de la convention collective vient de se faire? Es-tu en cours? Ça chauffe-tu? Ça chauffe pas? Il y a des sujets que tu ne pourras pas aborder. L'employé qui a des mesures de grève, puis non, tu veux... Faut faire attention là, pour aller là. T'as mis le t-shirt non, il y a des lois au Québec. Il faut savoir. Le gestionnaire de la SAQ ces jours-ci, mettons. Ouais. Aujourd'hui, c'était la grève. Exact. Mais ça se dit encore. Je veux dire, si la confiance a commencé à se bâtir, il n'y a rien qui empêche de formuler. Oui. Puis c'est l'envers aussi. Je trouve ça intéressant, ce scénario-là, parce que c'est l'envers aussi. C'est de dire, moi, pour qu'on ait cette relation-là, il y a des sujets que je peux pas aborder présentement avec toi, comme par rapport à ça. J'aimerais ça pouvoir, mais je suis pas dans une position pour le faire. C'est dans cet espace-temps, présentement, je peux pas. Dans le contexte-là, on peut moins aborder ça. On va parler de X à la place. Ouais. C'est nommé, c'est clair. Ouais. Une autre question tough que je pose à tout le monde qui a fait les formations à SIF. Comment reconnaître la frontière entre le coaching et la psychothérapie? C'était une de mes de mes peurs, ça. J'avais peur de soudainement me... Tu sais, moi, j'ai le sentiment d'imposteur facile dans la vie. Là. Fait que j'avais vraiment peur de m'improviser psychologue. Ça l'a aidé, je pense que le prof que j'avais, Jim, est aussi psychothérapeute depuis les années 60. Il a beaucoup d'expérience comme psychothérapeute et comme coach, les deux. Puis ce que cette personne-là m'a appris, c'est que la ligne est pas si proche que ça que je pensais. Ah, OK. Intéressant. La psychothérapie, c'est beaucoup... Puis là, je m'avance sur un sujet dont je n'ai pas étudié en psychologie. Là, je ne suis pas psychothérapeute. Fait que quand je dis la psychothérapie, c'est 3 petits points. Gros disclaimer. Gros disclaimer, là, je fais une comparaison avec le coaching. Là, j'ai probablement plein d'amis psychologues qui vont m'appeler après le podcast qui vont dire ben, tu sais. Disclaimer est fait. Mais je vais quand même te demander après ça, si tu n'as pas répondu à la question, c'est quoi les indices qu'on peut reconnaître chez l'individu? Se mettre à pleurer, pour moi, c'est pas nécessairement un indice. Non. Pas nécessairement. Mais ça peut être un aussi. C'est quoi la différence entre pleurer et pleurer, par exemple? Mais bon, je te laisse aller. Mais il y a quelque chose que j'aime bien qui est le coaching, c'est forward moving. Ça bouge par en avant. Fait que c'est comme
Tu as un problème, tu vis un problème, on va le creuser ensemble, puis tu as un objectif, tu veux aller quelque part avec ce problème-là. Fait que tant que l'objectif dans la discussion, c'est d'aller par en avant et non par en arrière, parce que pour aller par en arrière, là, tu as beaucoup plus de risques de tomber dans des traumas, de tomber dans des choses où là, ça prend plus de connaissances, puis plus de pratique pour être capable d'accueillir ça, de recevoir ça. Fait que le scénario typique, c'est j'ai une crainte d'aller vers l'avant à cause de mes échecs du passé. Exact. On peut parler de tes échecs du passé. On peut aller dans le passé. Puis quand c'est sensible, c'est touché, puis vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose, là, comme coach, moi je sens qu'il y a quelque chose dans le passé de la personne, je suis comme, je sais pas là-dessus. J'ai toujours eu, mon passé m'a toujours indiqué, je vais poser la question à la personne. Quand j'entends ça, j'entends qu'il y a peut-être quelque chose dans le passé qui fait que tu as ce billet-là aujourd'hui. Est-ce que tu veux aller là? Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu penses qu'on a besoin de ça dans la discussion? Fait que il y a toujours aussi le côté comme tu laisses le pouvoir à la personne. La personne, elle peut peut-être t'expliquer, quand, je sais pas, j'invente des choses, là, mais oui, à l'école primaire, à l'école primaire, j'avais pas beaucoup confiance en moi parce que je me suis fait bully, etc. Par les 11 professeurs. OK, donc ce que j'entends, c'est que ce qui t'est arrivé dans ton passé, ça l'influence beaucoup comment tu perçois ta confiance en toi aujourd'hui, puis tu sembles en être conscient aujourd'hui. C'est ça que je comprends? Oui, OK. Fait que ça, c'est légal jusque-là. Tu es encore dans la zone de coaching. Tu veux faire quoi avec ça aujourd'hui? C'est un beau constat. Déjà, tu as fait une étape là, quand tu es rendu là, tu t'en rends compte. On en parle ensemble. Tu le nommes. On fait quoi avec ça aujourd'hui? Tu as envie de faire quoi avec ça aujourd'hui? Là, c'est comme, OK, on s'en va par en avant. C'est pas, OK, parle-moi de tes parents, comment est-ce qu'ils. Comment tes parents vivaient ça? Tu vas pas décortiquer nécessairement jusqu'au complexe d'Édipe, la situation. Là, si on prend comme, OK, on va essayer de défaire ça puis de reprogrammer. C'est beaucoup dans la psychothérapie, on va beaucoup être dans on va essayer de défaire ça puis de reprogrammer ça. De voir comment tu peux changer profondément ces liens-là que tu as fait peut-être de la mauvaise façon ou aller parler des traumas pour essayer de te faire changer ta perception de ces traumas-là. Là, on est beaucoup en psychologie, c'est non. Ça, je pense que ça prend plus d'études que ce qu'on a en coaching pour être capable de... Pas juste pour être capable de bien le faire, parce que tu joues quand même à quelque chose qui est super important dans l'être humain. Là, nos émotions, puis comment qu'on a appris à percevoir le monde, puis à vivre nos émotions. Tu peux faire du dommage. Tu peux faire du dommage avec ça. C'est pas notre spécialisation. Là. Exact. Il y a ça. Il y a toi comme individu. Est-ce que tu as tout le training pour être capable de le recevoir? Puis de le reconnaître. As-tu vécu? Oui, j'ai des clients qui se sont ouverts sur des choses profondes puis des traumas. Et tu t'as dit, OK, écoute Jean-Paul, ou Paul tout court, on va pas là. J'ai jamais fait on va pas là. OK. J'ai toujours fait j'entends ça. Je ramène le problème. Je suis comme. OK. Puis c'est tout le temps, hey, wow, merci d'avoir partagé ça. Puis il y a toujours une façon d'accueillir les choses et de faire merci de me partager ça. Ça doit pas être évident. Là, aujourd'hui, j'entends que tu me dis ça parce que ça joue sur ce dont on parlait puis ton rôle aujourd'hui. Tu le ramènes en avant. Ouais. J'ai comme. De quoi? Puis j'ai des clients qui m'ont dit j'ai envie de t'en parler encore pendant 5 minutes. Est-ce que je peux? Oui. Vas-y. OK. Oui. Mais tu vas pas le décortiquer puis le travailler. Là, s'ils veulent me demander, non, mais j'aimerais ça qu'on décortique ça puis qu'on change peut-être ça. Puis que j'ai l'impression que j'ai des choses à travailler avec ça. C'est là que tu vas dire. Là, je vais faire, OK, c'est vraiment hot que tu vas faire ça. Je suis juste pas la bonne personne pour faire ça puis j'ai pas la formation pour faire ça. Mais le psychologue va t'aider à. Ouais, c'est ça. Puis là, on redirige vers d'autres services. Puis, excellent. Maudite bonne réponse. C'était beau. C'était beau? Ouais. C'était très beau. C'est ma façon de. J'ai goût d'en parler. Non. Par en avant, par en arrière, c'est plus compliqué que ça, mais c'est ma façon. Tu résumes une formation de 12 mois en quelques minutes. Absolument. Là, mais c'est vrai que c'est quand même une maudite bonne règle du pouce. Pour Paul, là, le gestionnaire, ça va peut-être y arriver. Il a réussi à avoir un ça boulot. Va y arriver. Pas peut-être. Ça va y arriver de plus en plus aujourd'hui. Je suis là. Qu'est-ce que je fais? Et là, on est en train de regarder en avant ou on décortique en arrière? Ayez pas peur de le recevoir puis de faire ah oui, il s'est passé ça. Essayez pas. Traitez-le pas avec comme dédain puis parce que vous savez que c'est peut-être. Parce que c'est vraiment. Faut vraiment vouloir là, pour jouer au psychologue. Là. C'est difficile de faire ça accidentellement. Ayez pas de la curiosité mal placée. Il s'est passé quoi? Hein? Tes parents ont fait quoi? Puis, là, on est dans le patinage. Ayez pas une curiosité qui est mal placée. Si vous avez une curiosité, c'est super important la curiosité, mais qui est pour l'autre, pas pour toi. Exactement. Puis, accueillez-le, c'est correct qu'on en parle, puis tout ça. Mais essayez de ramener ça à comme, hey, ce que tu vis, je comprends que
ça amène des défis. Ces défis-là, aujourd'hui, tu veux faire quoi avec? Juste, pouf, on s'en va où par rapport à ça? Déjà, je trouve que c'est bon pour tout le monde. Là, parce que la personne, elle s'est fait écouter comme hey, j'ai parlé que je me suis mis vulnérable, puis il s'est pas passé non, je peux pas parler de ça, HR. Ça s'est pas passé d'une façon, ça a pas laissé un malaise. Puis ben, j'ai réfléchi, puis je me suis fait poser une question qui m'a amené à me poser des questions un peu. Puis, simple. Puis on dirait que à la lumière de ce que tu dis là, si j'étais Paul, le gestionnaire, ça se peut que ça l'ait shaké, Paul. Ça se peut que lui aussi, suite à ça, il a besoin de coller down ou même de demander de l'aide lui-même. Là, parce que ça peut être élevé, là, ce qu'il vient de recevoir, Paul. Puis élevé pour moi, c'est peut-être différent que élevé pour toi. Là. Exact. Mais Paul, je veux dire, il peut aller prendre une marche là, après, après cette rencontre-là. C'est prendre 5 minutes. C'est normal. Ouais, puis si vous avez à faire ça, bravo de le faire parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on reste un bon coach, un bon gestionnaire, un bon. Tu sais, quand on reçoit des choses de même, puis que de prendre soin de soi aussi, puis d'être comme, hey, j'ai reçu tout ça, je vais aller prendre une marche. Je trouve que c'est probablement la meilleure chose à faire pour votre équipe, pour vos clients, pour peu importe. C'était un premier tool concret là, pour Paul. Là. Je pense, ben, 2 en fait. Le Move Forward, c'est quoi le deuxième, excuse? Découverte de soi. Ah, OK. Qui était l'intro, une bonne partie de l'intro. C'est tellement important. En tout cas, je vais parler pour moi. Moi, c'est le bout le plus difficile. Ouais. Parler de soi, de qui nous sommes, dans ma génération, du moins, c'était pas permis. Là. Mon père, jamais en 100 ans. Ma mère non plus. C'est de faire des formations puis des ateliers dans ce sens-là. Mon petite merde que c'est tough à surmonter. Je serais curieux de savoir ça, les gestionnaires qui voient les courbes générationnelles différentes. Il y a des employés de 50 ans, il y en a aussi de 22. C'est une bonne question. C'est complètement différent. J'ai aucune idée. Millennials versus Gen X versus Gen X, et on est beaucoup dans let's go, on avance. Oublie les émotions, oublie la douleur. Oui, je saigne du bras puis j'ai perdu une jambe, c'est pas grave, je continue à avancer. D'autres, c'est différent. Ouais. C'est beaucoup les gens en position de leadership là, aujourd'hui. Là, Gen X, pas mal, hein? Oui. Ben, le pic. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, j'acquiesçais parce que c'est des bonnes questions. Moi, j'avais un préjugé un peu avec l'âge. Là. J'ai des clients super jeunes, j'ai des clients plus vieux. J'ai toutes les générations comme clients en coaching professionnel. Puis, un être humain, c'est un être humain. Je pensais qu'il allait avoir des plus grosses différences que ça. Peut-être que je note que les gens, peut-être des générations plus jeunes, là, je vais parler surtout Gen Z, les gens qui rentrent sur le marché du travail là, dans la vingtaine. Je travaille avec certaines personnes, ils ont une facilité, je pense, à s'ouvrir. À la première session, ça sort plus facilement. OK. Puis comme il y a une facilité à être vulnérable, je pense que j'ai un peu moins chez d'autres clients de d'autres générations. Fait que ça prend peut-être un petit peu plus de temps à comprendre, OK, c'est ça le coaching, ou OK, c'est pas confortable, puis ça prend un effort, mais après ça... Okay. Non. Une fois que la brèche est ouverte. Ouais, une fois qu'il y a le lien de confiance, puis qu'on parle, puis c'est ça qu'on fait... T'as des personnes plus rationnelles qui vont être plus là, t'as des personnes très émotionnelles qui vont être là, t'as des personnes qui sont dans le nous puis dans la communauté puis ce qu'il y a les autres puis ils vont te parler des autres personnes dans leur vie puis t'as ça dans toutes les générations. Hein. Étant donné que je suis Gen X, allons-y dans du concret encore, si tu veux bien. Ouais. Personne n'écoute. C'est bon? Comment on fait pour écouter? Le gestionnaire, aujourd'hui, n'écoute pas, il attend pour parler. Ouais. Ta phrase est lourde. C'est l'autre question. Non. Ouais. Personne le gestionnaire, mais on fait pas mal tout ça. On a tous notre petite voix qui roule tu l'as dit tantôt, en parallèle. Il faut que je trouve la bonne question. Non. Pendant ce temps-là, tout ce que la personne dit, c'est comment qu'on s'y prend, comme gestionnaire, comme coach agile, comme Scrum Master, comme humain, pour écouter activement? Premièrement, là, c'est normal de ne pas écouter activement. Là. Je pense que tu viens de le nommer. Je veux juste, le normaliser un peu. Là. Tu sais, même là, présentement, tu disais, on a toute notre petite voix un peu, puis on écoute pour répondre. On est en train d'enregistrer un podcast. Moi, je t'écoute parler, puis je suis comme, qu'est-ce que je peux dire à ça qui est intéressant, qui est pertinent, avec les connaissances. Tu sais, c'est normal, c'est naturel. Là. Si tu savais,
à toutes les fois, c'est moi qui fais l'édition des podcasts, à toutes les fois que je fais l'édition des podcasts, je suis comme il a dit ça, il a invité, je m'en souviens pas partout. Ouais, parce que là, tu le réécoutes et t'es pas en train d'essayer de te dire, OK, comment je pourrais être un bon animateur? Oui, voilà, absolument. Ouais. Fait que en posture de coach, faites semblant que vous êtes l'éditeur d'une... Exact. En fait, c'est ça que ça m'a amené. Imagine que tu le réécoutes dans 2 semaines. Oui. Tu vas penser quoi que tu es en train de faire là? J'ai une technique aussi, mais je te laisse aller là-dessus. Puis j'en ai parlé dans mon cheminement un peu. Là. Moi, ça a été d'essayer de descendre mon standard de qualité, là, mon critère de qualité artificielle qui est faut tellement que j'écoute là, que là, mon cerveau se fait aller. Puis je suis en train de. C'est comme contre-intuitif. J'essaie tellement de t'écouter que je fais déjà 4 réponses dans ma tête, donc je t'écoute pas. Fait que moi, ça a été beaucoup de comme faire OK. Faut que je sois plus présent. Puis si j'ai des mots que tu as dit ce mot-là, tu n'as pas vraiment dit ce mot-là. Tu sais, moi, je suis bien. Tu as dit ces mots-là, tu as utilisé ce mot-là. Très rationnel, puis c'est ça les faits, puis on a empirisme. Puis, mais t'as dit ça, t'as pas dit ça. Puis là, je pense à ma blonde qui, quand on s'estime des fois, elle est comme peu importe le mot que j'ai utilisé, là, puis ça me fait. C'est le mot. Allô, sa blonde? Je suis comme non, le mot. Tu sais que c'est live en passant. Oui. Alors, reçu le lien préalablement. Elle va écouter. Mais c'est vrai, elle a raison, c'est vrai que c'est pas important tant que ça, le mot. Puis, fait moi, ça, c'est un de mes défis à moi, mais il faut aussi comprendre que la communication, c'est seulement 8% verbal. Là. Les mots, puis ce qu'on dit, c'est 8%. Là. Il y a comme un autre 92% qui est dans la tonalité, l'intention. T'es bon en maths en plus. Puis dans le... Ça en est une facile. Ça, c'est ta petite voix qui a parlé vite. Elle a parlé trop vite. C'est quand même un podcast le soir après une longue journée de travail. On peut casser un peu. Le spin est parti, t'as de oui, le non-verbal. Mais le 92. 92, c'est le non-verbal, l'intonation, puis le non-verbal. Quand on est dans notre tête, en tout cas, moi, quand je suis dans ma tête, j'ai l'impression que j'écoute le 8% plus que le 92. Mais des fois, il y a beaucoup de non-dits en regardant quelqu'un dans les yeux puis en essayant de juste absorber ce que la personne nous dit dans son être et non juste dans ses paroles. On va peut-être pas se rappeler exactement des mots que la personne a dit. C'est un bon indicateur pour moi. Là. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est différent. Là, mais si je me rappelle pas exactement les mots que tu as dit, c'est un bon indicateur que je t'ai bien écouté. Parce que probablement que j'ai ma perception de comme Mathieu me disait ça, il avait l'air curieux. Je pense que ça l'intéresse. Fait que j'ai un meilleur read de ce que tu dis pas en arrière. Puis ça, c'est important parce que quelqu'un qui est comme oui, mais ça va bien dans mes projets. Puis non, j'exagère tout. C'est vide, solide. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Si saigne des yeux, c'est un signe. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Que je suis peut-être pas à l'aise de dire que ça va pas bien, mais que j'ai besoin d'un break. T'as dit que t'avais un truc? C'est quoi ton truc? Pour pratiquer l'écoute active, l'approche que moi j'ai appris dans une des formations de coaching que j'ai suivies, c'est que tu as un TP à remettre suite aux propos de l'individu. Fait que pour faire ton TP, tu dois écouter. Et tu dois être en mesure de faire une synthèse de ce que la personne a dit. Fait que moi, ça m'aide beaucoup. Je sais clairement que si la personne parle, à un moment donné, je vais dire si j'ai bien compris. Je ne vais pas répéter mot pour mot, mais je vais paraphraser ce que la personne a dit. Moi, ça m'aide beaucoup à être focus, parce que moi, je souffre de quoi, c'est ADD? TDAH? Oh oui, je suis capable de penser à beaucoup de choses en même temps. Okay. Donc ça me permet d'être à 100% avec l'individu. Puis tu vois, ça, c'est intéressant parce qu'on a nommé 2 choses très différentes. Moi, j'ai dit, faut pas trop que je pense au TP. Ça, j'ai dit, faut que je pense au TP. Moi ben, c'est pas de penser au TP, c'est de savoir que le TP, il va être à remettre. Ouais. Là, j'écoute. C'est juste le fait qu'il est là sur la tablette, ça me permet de mieux écouter. Puis il y a quelque chose quand même de super important dans ce que tu dis, puis c'est d'être capable de valider avec la personne. Tu sais, on n'a pas tous la même façon, surtout en introspection, quand la personne parle d'elle-même ou on parle de ma vie professionnelle, puis comment ça va. Je peux dire, ouais, ça va correct, puis correct pour moi, puis correct pour toi, ça peut vouloir dire, moi, correct, quand je dis ça d'habitude, là, c'est un sarcasme, c'est que ça va pas bien. Là. C'est moi. Peut-être que pour toi, ça veut pas dire la même chose. Fait que des fois, d'écouter activement, c'est d'être capable de faire une pause et de faire OK, si tu me permets, Eric, je t'entends. Ouais. Ce que j'entends, c'est ça, puis ça. Est-ce que je comprends la bonne chose? Puis ça, on le fait pas.
on essaie d'enchaîner puis de faire parler la personne, rarement de la faire revenir en arrière. Moi, j'ai compris ça. Fait que moi, ça, c'est un des trucs que j'ai essayé de penser au TP, de faire travailler la personne. J'entends que tu me dis ça. J'entends que... Je vois dans ton non-verbal aussi que les signaux que j'ai, c'est pas des signaux de quelqu'un qui est relax et qui va super bien. Fait que ça fait que je me questionne un peu sur si ça va vraiment bien. C'est peut-être juste un mal de dos. Hein? C'est peut-être juste un mal de dos cette journée-là. J'ai bu 4 cafés, j'ai pas dormi cette nuit, ça va pas bien, Eric. Mais non, ça va bien dans mes projets. Oui, c'est ça. Ouais, je suis dans le champ. T'as encore une fois bien fait de le mettre sur la table et dire... Ouais. Pour moi, il y a ça aussi. Reprendre ce que tu dis puis faire comme, OK, je peux-tu... puis moi, ça m'aide un peu aussi parce que garder le fil, tu sais, des fois, les gens parlent longtemps, ça s'en va là, ça s'en va là, ça s'en va là. Fait que des fois, t'es comme, on allait là ou là, tu sais. Fait que de demander une pause, puis de dire là, tu m'expliques ça, j'entends ça, ça l'aide la personne des fois aussi. Puis quand quelqu'un fait ça avec vous, on se sent super écouté, là. Tu me dis, hey, tu disais ça, Alex, mais là, tantôt, tu l'as fait aussi dans le podcast, là, plutôt. Tu mets ça de côté, là, tu parlais de ça, puis tout. Je me sentais super écouté, là. Oui. Puis en plus, ça m'aidait à me donner de la structure de OK, je vais aller où avec ça, tu sais. Fait que 2 en 1. Je suis pas en posture de coach du tout dans le podcast. L'autre truc. Tu faisais t'écouter activement quand même. Mais t'écoutais quand même là, tu sais. Oui, mais je vais vous le dire quand je vais éditer le podcast. L'autre truc qui m'aide beaucoup aussi dans une relation quand même qui dure un certain temps avec le coaché, c'est avoir des raccourcis. Donc, parfois, la personne va partager une situation. Ah ouais, moi, ça me rappelle l'histoire de la bouteille rouge. Ah ouais, la bouteille rouge, là. La fois d'après, c'est plus rendu un long discours. On dit juste la bouteille rouge. Bouteille rouge, hein? Bouteille rouge. Ouais. Il y a un storytelling alentour de la bouteille rouge. Oui, fait que la bouteille rouge devient un long partage. Fait que dans 3 mois, dans 4 mois, la personne va dire, Eric, bouteille rouge. Ah, automatiquement, j'ai l'histoire complète. Bouteille rouge avec telle nuance. Ah, cool. Fait que ça l'aide beaucoup à comprendre, à absorber, à saisir la situation de l'individu. Et ça demande moins d'efforts d'écoute, en fait. Oui, puis si tu me dis ça, puis c'est 100% une situation où il y a bouteille rouge pour de vrai, je vais être comme, comment je vais me sentir quand tu vas me dire ça? Eric, il m'écoute puis il me comprend présentement, là, parce qu'il a compris que c'est un cas de bouteille rouge. C'est une technique, c'est une technique que moi j'ai appris carrément dans une formation en coaching, d'associer le partage d'un individu à quelque chose, à une métaphore, à un objet, à quelque chose. Il y a de la théorie en narrative coaching où on va essayer de créer une histoire puis de faire externaliser à la personne son histoire pour qu'elle soit moins en jugement d'elle-même, mais plus en jugement de l'histoire. Ou cette technique-là, je pourrais voir. Il y a des petites techniques comme ça. C'est comme du Lego Serious Play, ce rendu-là. Tu parles pas de tes problèmes, tu parles de l'objet que tu viens de créer. J'ai vu des techniques de même. Je sais pas si c'est exactement les mêmes que toi, mais ouais. Mais essayez-le avec vos je sais pas, peut-être vous le faites déjà, j'ai aucune idée, mais souvent je vais faire ça. Je vais associer ce que j'entends à une métaphore, à quelque chose. Ça me fait penser à ça fait penser au Squirrel Burger. Vous connaissez l'histoire de Squirrel Burger? Dans Demolition Man? C'est le Rat Burger? Je ne raconterai pas l'histoire aujourd'hui, là, mais je vais raconter à ce moment-là l'histoire du Squirrel Burger qui est en lien avec ce que la personne vit. Puis, oui, ça ressemble, c'est exactement ce que je vis présentement. Dans le futur, on pourrait juste faire référence au Squirrel Burger, puis ça va faire la job. On est curieux, c'est quoi les burgers d'écureuil? C'est trop long comme histoire. Mais c'est une histoire de Ken Schwaber. Je connais pas ça là. Pas grave, co-créateur de Scrum. Je connais pas l'histoire de Ken. Ça n'a rien à voir avec le coaching, fait que je ne pas grave. On va le mettre plus loin. Ça va être un spécial à un moment donné. Un spécial Squirrel Burger. On parlait d'écoute active. Oui, donc le gestionnaire se met dans une posture d'écoute active, mais je pense que tu as bien expliqué. Puis, qu'est-ce qui manque? La curiosité, je pense. La curiosité pas la curiosité du outcome de cette conversation-là pour vous. La curiosité de ce qui se passe vraiment dans l'intérieur de l'autre être humain qui est devant vous. Puis c'est une nuance qui est difficile à faire parce que même moi, j'ai été gestionnaire avant, là, puis j'avais tout le temps... je faisais des one-on-one, puis j'étais comme... OK, je veux que la personne elle sorte d'ici, que je la comprenne. Fait qu'il y avait cette notion-là qui était... OK, ça, c'était là. Que la personne se sente bien, que notre relation aille bien, que la semaine se passe bien. Tu sais, j'avais d'autres notions qui étaient tout mon travail, finalement.
en tête. Fait que j'écoutais avec comme ce outcome-là aussi un peu en tête que. Fait que là, tu sais, je disais des affaires comme là, ça va bien. Ouais, mais là, on a tel QA pour t'aider dans tel projet, ça va mieux. Tu sais, je suis vraiment en train d'être curieux puis faire comment tu vas. Mais c'est même pas des questions. Même pas des questions. Sois heureux. Là. Sois heureux. Parce que tu mis en place pour que tu sois heureux. C'est pas de mieux. On a des billets, là, on veut que nos équipes payent bien, on veut que. Fait qu'on a tendance à faire l'intention ça. restait noble derrière ça. C'était peut-être pas nécessairement bien conduit, mais l'intention. C'est sûr que la personne si la personne n'allait pas bien pour de vrai, c'est vraiment ça qu'elle avait. Elle avait aucune chance de te le dire. Je pense pas, honnêtement. Sûrement pas. Puis le rôle du silence dans l'écoute active? Des fois, là, on reçoit quelque chose, puis... Comme coach ou comme coaché? Comme humain. Comme humain dans une discussion. Puis on n'est juste pas sûr. Puis, ces moments-là, c'est là où l'ironie, c'est que tu as le coup de... Tu me dis que je suis comme « Hey Mathieu, ça va bien ces temps-ci? » Oui, telle affaire. Puis tu me dis de quoi? Puis juste la façon, justement, dans le 92% qui n'est pas verbal, là, on dirait que mon cerveau capte de quoi, puis je suis pas capable de me l'expliquer et de le justifier, mais comme j'ai un petit flag qui lève, puis je ne sais pas quoi. Puis là, souvent, ce que ça fait, c'est que ça crée un petit inconfort, puis là, notre réflexe, c'est de parler ou de reposer d'autres questions, de stacker des questions. Souvent, c'est ce moment-là que le silence vaut la peine. La vraie réponse, ça s'en vient souvent. C'est juste, elle n'est pas là encore, tu sais. Puis c'est un truc que j'avais Isabelle Marin qui est coach professionnel et mentor pour Concordia avec qui on travaillait, elle était journaliste avant. Puis elle nous disait, elle a pris ça en journalisme, vous remarquez les entrevues avec les personnes, il y a souvent comme une question qui est posée, une réponse très générique, politique. Puis on reste dans même avec le micro, puis là la personne un peu nerveuse. C'est ça, là. Il y a aussi que telle affaire. Puis là, c'est souvent ça que tu vois au montage. Parce que c'est souvent là que la vraie réponse, ça sort. C'est ce qu'elle nous disait, puis c'est vrai. Puis c'est vrai aussi dans un contexte où on n'essaie pas de stripper de l'information de la personne, mais où on essaie de l'aider. Ou si j'ai comme ce petit flag-là qui lève, c'est peut-être le moment de faire. Là, peut-être que la personne va faire. Puis, tu sais, il y a ça aussi, là. Puis là, OK. Puis là, il y a peut-être de quoi qui mérite d'aller plus loin, d'aller en profondeur en conversation. Puis, ouais. Puis aussi, non. J'étais curieux de voir combien de temps ça pose durer. OK, l'écoute active. Puis souvent, l'écoute active est utile. En fait, ce que je veux dire, c'est que si on avait Paul, qui essaye de s'améliorer, ben moi, mon réflexe, si j'étais Paul, c'est donne-toi la chance, Paul, de t'évaluer sur comment ça a été ta dernière rencontre en termes d'écoute active. Une introspection. OK, cool, c'était facile. Oui, non, peut-être. Quand je suis moi-même loadé, si je suis pas capable. Puis, revenir là-dessus parce que ça se pratique. Là. As-tu un coach's log que toi, tu débriefes envers toi-même? J'ai ça. Oui, j'ai appris ça. Il me demandait de faire ça dans mon cours, je l'ai gardé, je trouvais que c'était super bon. Là. C'était head, heart, feet. Fait que la tête, le cœur, les pieds. Qu'est-ce que j'ai appris dans cette rencontre-là? Des fois, ça peut être des choses que j'ai appris sur moi-même. Qu'est-ce qui m'a touché dans cette rencontre-là? Puis est-ce que j'ai des actions, moi, de mon côté à prendre? Marcher. Là. Ouais. C'est quoi les actions? Qu'est-ce qui m'a touché? Puis qu'est-ce que j'ai appris? Okay. Ça permet de faire de l'introspection aussi, parce que des fois, ce que tu apprends, c'est par rapport à ta pratique, par rapport à ton écoute active, par rapport à ton rôle de leader, par rapport à ton rôle de coach. Mais des fois aussi, c'est par rapport à toi-même. C'est juste, j'ai appris que j'ai de la valeur même quand je garde le silence. Je suis pas obligé de tout le temps parler pour être capable d'amener de la valeur. Puis j'ai appris ça aujourd'hui. Fait que juste de prendre ça en note à la fin de mes rencontres, moi, ça m'aide. Puis définitivement, demain matin, si je retombe dans le rôle de leadership, je vais faire la même chose. Puis prendre le temps de le faire, c'est ça le plus gros. Mais ça te permet aussi de décompresser, de sortir, de faire « Hey, j'ai essayé d'avoir un one-on-one où j'étais dans une présence un peu plus humaine, un peu plus dans une posture d'écoute active. » Là, je prends un break, j'y réfléchis un peu, puis je saute pas au prochain meeting virtuel. J'arrive 2 minutes en retard, mais au moins, j'ai le temps de... L'hygiène de sa présence. Fait que j'allais dire tantôt, un moment où l'écoute active est super utile, c'est suite à une question. Voire même une question puissante. Qu'est-ce qu'une question puissante? C'est quoi? C'est un beau segway. C'est un très beau segway.
Parce que ça fait 83 000 fois que je le dis. dans des copes puis dans des whatever. Moi, la personne qui m'a le plus achalé dans ma vie, j'ai fait un training ICF, puis la personne qui m'a le plus achalé dans ma vie sur des questions puissantes, là, c'est Eric Laramie. Fait que, c'est quoi une question puissante, Eric? La deuxième personne qui j'ai achalé le plus, c'est Jean-Christophe Lefebvre. Ah ouais? Ouais. Pourquoi lui en particulier? Parce que c'était juste drôle. Okay. Parce qu'on avait une entente, moi et Jean-Christophe Lefebvre, mais aussi avec l'équipe. OK. Fait que j'ai demandé à l'équipe, qui était Scrum Master, l'équipe qui coachait, j'ai demandé à l'équipe, si jamais quand Jean-Christophe pose une question qui est fermée, vous n'avez pas le choix, vous devez répondre seulement par oui ou non. Ah oui, OK. Puis là, ça devient comme on a gamifié la pratique de questions qui commence par comment, qui commence par quoi. Puis la réponse à ta question à très haut niveau, les questions puissantes permet à l'individu de se mettre dans un mindset, dans une posture de découverte des possibilités. Ouais. Comme je fais souvent des blagues, mais ma question puissante, ça dépend qu'est-ce qui manque. Ouais. Puis que le coach il dit ouf, bonne question. Là, tu laisses vivre le silence. La personne fait une blague pour couper l'attention, tu reposes la même question. Qu'est-ce qui manque? Tu laisses encore vivre le silence. Éventuellement, il y a une perle qui sort. Ouais, tu n'as pas le choix de réfléchir. Tu n'as pas le choix de te dire, c'est vrai, qu'est-ce qui manque? Puis le coach te donne le droit de réfléchir. Tu as le droit de rien dire. Non. Ou de dire, je ne sais pas, puis on va l'explorer ensemble. Puis c'est intéressant parce que tu dis la personne fait une blague pour couper l'attention, puis tu reposes la question. Moi, quand j'entends ça, ce que ça me dit, c'est la personne, tu sors complètement toute notion de jugement, de je juge qu'est-ce que tu dis, parce que la personne, elle te donne l'occasion de la juger en faisant une blague. Tu fais, okay. Tu dis, hey, tu peux rire, c'est bon. C'est bon. On va parler souvent tantôt, là, mais en équipe aussi. Là, souvent en équipe, c'est ça. Oui. Tu poses une question qui t'a fait oh, c'est tough comme question. Puis il y a toujours un gars ou une fille qui va faire une blague pour couper l'attention. Tu parles avec la gang, c'est vraiment bon, c'est cool. Pose la question. Ouais, c'est pas la même question. On a le droit de répondre, on a le droit de réfléchir, on a le droit de répondre, puis je vous juge pas. Là. Ouais. Puis clairement, le coach, il lâche pas le morceau là-dessus. Ça va prendre une heure. On pourra pas s'en sauver de celle-là. Je pense qu'il faut adresser la problématique. Ouais. C'est pas pire comme. Oui, non, c'est pas pire. Récemment, j'ai posé à une équipe pourquoi ça va pas. Puis on faisait des blagues, pourquoi ça va pas. On faisait des blagues, pourquoi ça va pas. Puis il est sorti des trucs, j'étais comme OK. Ça n'allait pas pour un paquet de raisons que je pense qu'il n'avait pas nommées avant, mais tu sais, pourquoi ça va pas les gens? Là, les gens au début nommaient des choses peut-être plus quincaillerie, tel truc. T'as fait un cause analysis? Pourquoi? OK, mais qu'est-ce qui va réellement pas? Tu sais, des fois, quand tu permets de reposer des questions et de poser des questions, les gens réfléchissent pour de vrai. Puis là, en plus d'avoir l'espace pour réfléchir, ils sentent que tu veux vraiment qu'il y ait la vraie réponse. Fait qu'ils se sentent un peu plus safe de te la donner. OK, mais la personne, elle veut vraiment savoir. La vraie raison, c'est que j'ai pas confiance en telle autre équipe ou j'ai pas confiance en tel gestionnaire. OK. Dans un contexte d'équipe, sur des équipes de développement, parce qu'ils sont pas là. Ils n'ont pas signé un contrat pour être coachés nécessairement. Fait que souvent, quand tu poses des questions pourquoi plusieurs fois, qui ressemblent beaucoup à du cross analysis, je vais le dire d'avance. La gang, il y a des bonnes. Pour cette patente-là, il y a des bonnes chances que je vais vous dire pourquoi 5 fois. Fait que soyez pas frustrés. C'est un jeu qu'on joue ensemble. Fait que parce que je parle d'erreur personnelle. À un moment donné, hey, Laramie, tu me lâches tranquille et dis pourquoi? Je suis plus capable. Fait que c'est dans un contexte d'équipe, ça peut être utile de l'annoncer d'avance. Surtout si vous ne l'avez jamais fait. Là, si vous écoutez le podcast, vous êtes comme hey, je pense qu'avec mon équipe, je vais essayer ça dans tel contexte ou dans une rétro ou j'ai un weekly avec mon équipe, puis je sais que ça va pas super bien. Je vais les achaler avec des questions, je vais poser 4 pourquoi. Peut-être qu'ils sont pas habitués. Tu sais, comme moi, Eric, je le connais. Là, c'est un collègue, on a travaillé ensemble. Si Eric me pose un pourquoi 4 fois, je vais pas être. Je m'y attends un peu. Là, tu sais. Fait que si vos équipes s'y attendent pas, peut-être. Peut-être juste. Dans le domaine des questions puissantes, j'ai tendance à éviter le pourquoi. Parce qu'il y a toujours il peut y avoir un petit arrière-goût de jugement dans le pourquoi. Fait que j'essaie de l'éviter de façon générale. C'est juste qu'est-ce qui expliquerait à la place de pourquoi. C'est déjà. Déjà pas pire. Oui. Ouais. Ou comment ça peut aller mieux la prochaine fois, mettons. Mais ICF, Concordia, les questions puissantes, eux, le définissent comment?
On a-tu défini les questions puissantes dans mon... C'était dans la feuille, c'est pour ça que... On a parlé beaucoup de jugement versus de questions. Ah oui, allons-y. Ça, c'est excellent, ça. Là. Je vais voler celle de mon prof parce que je trouvais qu'elle était extraordinaire. Ouais. Je te vois, puis je suis comme... tu me dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Eric? J'ai passé la journée en ville. OK. Mais tu me dis que tu as passé la journée en ville, mais il y a de la merde de cheval sur tes bottes. Pourquoi? Ça, c'est un jugement. C'est une accusation. C'est une accusation. C'est comme t'étais pas en ville. T'étais en campagne. Ouais. Ou la fameuse question, es-tu sûr que tu vas faire ça comme ça? Oui. Il y a beaucoup. C'est sûr que non. C'est une question fermée de 1 et de 2. Je sais pas, c'est pas une question, c'est une affirmation. Puis je me rappelle, on était comme, OK, comment est-ce qu'on posait cette question-là sans jugement? Puis j'étais. Il a fallu que je réfléchisse. Là, puis même là, je suis en train d'essayer de me rappeler c'était quoi déjà la réponse sans jugement de cette question-là. C'est comme, je suis curieux. Tu dis ça, puis ça me rend curieux. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, il y a comme une espèce de curiosité que tu dois exposer à l'autre personne qui est comme. Fait que souvent, ma façon de pas être dans le jugement, c'est de me poser la question, est-ce que je suis dans le jugement, premièrement? Puis des fois, je suis. Oui. Des fois, je suis comme. Des fois, j'ai un gestionnaire. Je coach quelqu'un, puis j'ai mes idéaux, mes valeurs, puis tout. Puis je vois que le style de gestion de la personne n'est pas comme le mien, que moi, j'aurais quand je suis gestionnaire. Puis c'est facile d'être comme le. Non, mais tu fais ça de même, là, mais OK. Quand tu reconnais que tu as ça, tu mets ça de côté dans ta tête un peu. Puis tu fais, hey, je suis curieux, tu dis ça. Puis si tu as besoin d'être comme, il y a de quoi qui ne marche pas dans ce que la personne dit, tu as besoin tu me dis, j'ai passé la journée en ville, mais tu me dis que tu as un problème parce que tes bottes sales, puis tu as de la merde de cheval, pour revenir sur l'analogie. Quand tu me dis ça, je suis juste mêlé un petit peu. Y a-t-il un lien entre les deux? Pourquoi? Ah non, mais c'est parce que je t'ai pas dit qu'il manquait ce bout. C'est de vraiment expliquer d'où tu viens, pour moi. Oui. De m'assurer que d'où je viens, c'est pas du jugement, de le mettre de côté, puis après ça, d'être vraiment clair avec. Puis en même temps, c'est-tu vraiment si important que ça? Puis là, après ça, c'est utile. Ouais. Mais je trouve que dans la façon que tu le montrais, ce qui est intéressant, c'est que tu soulignais le fait que tu étais curieux, tu sais. Ouais. Ah, cool, t'étais dans le vieux port, peut-être, t'as croisé des calèches ou je sais pas quoi, j'aimerais juste ça le savoir versus j'ai le goût de te piner pour te montrer que tu m'as menti. Ouais. L'intention est complètement différente. J'avais un client là, qui me disait je suis super confiant, je suis quelqu'un qui peut gérer 6 projets en même temps, puis qu'il n'y a pas de problème, puis tout ça, puis ça me met jamais de stress, puis je suis super. Mais il était super nerveux, puis il me parlait de son anxiété, puis tout ça. Fait à un moment donné, j'étais comme, mais là, il me dit qu'il est capable de. La personne me dit que je suis capable de gérer tout ça en même temps. Je suis quelqu'un qui. La pression, ça va pas. Mais en même temps, j'ai de l'anxiété. Fait que pour moi, ça concordait pas un peu. Puis il a fallu que je m'arrête puis je fasse. Parce qu'au début, j'avais un jugement un peu. J'étais comme, là, clairement, si tu vis de l'anxiété. Tu voiles les yeux, mais. Là, j'étais comme, peut-être, il y a peut-être plus à cette histoire-là. Les deux peuvent être vrais, puis je vais vite dans mon jugement. J'ai mis ça de côté, puis j'ai fait, hey, je peux te poser une question? Tu peux t'interrompre? On parle d'anxiété, mais on parle aussi que. Moi, je fais le lien entre les deux. Je me dis, toutes ces choses-là, puis anxiété, je vois le lien, tu me dis qu'il n'est pas là, mais je me trompe probablement. Tu peux-tu m'expliquer pourquoi? Mm-hmm. Ah oui, c'est parce que mon anxiété vient de. Là, on est rendu ailleurs. Ouais. OK, merci, c'est plus clair pour moi. Là, je te suis un peu mieux, on peut continuer. Fait que la curiosité, je veux être capable de te suivre pour de vrai puis de comprendre ça vient d'où ça puis tout ça. C'est plus facile de ne pas être dans le jugement. Mais encore une fois, il faut vraiment s'arrêter avant de poser la question. Puis, comme on disait tantôt, c'est là que le coaching log est utile. Ouais. Faire une petite introspection. Je dis, hey boy, je pense que la question que je viens de lui poser, ou les 8 questions que je viens de lui poser, c'était des leading questions, c'était des jugements, c'était des affirmations, et je n'ai pas posé une bordelle de questions. Pendant une heure. Pendant une heure. Fail de ma part. Et qui est tout à fait possible pour un gestionnaire, encore une fois. C'est facile. C'est facile de. L'employé s'est engagé à faire quelque chose. Il ne l'a pas fait. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Bam! Tantôt, tu disais pourquoi, des fois, c'est plein de jugements. C'est un pourquoi qui est plein de jugements. Là. Ouais. Puis qu'est-ce qui manquait pour y arriver? C'est déjà. Oui, mais ça a été mieux déjà. Ouais. Puis
Qu'est-ce qui n'était pas clair dans ça? Ça c'est borderline jugement, ça aussi. Là, mais bon, en même temps, faut pas trop suranalyser, sinon. Puis il faut pas non plus tomber dans la perfection. Parce que ça, c'est un bon point. Là, on parle de toutes les nooks and crannies, là, toutes les façons de bien poser une question sans jugement, puis tout ça. Puis je pense que ce serait une erreur d'écouter notre podcast présentement, puis de se dire, comme gestionnaire, de se dire, oh mon Dieu, mais il faut que je réfléchisse vraiment à toutes les questions que je pose. C'est mieux de plus réfléchir. C'est toujours bien de plus porter attention aux questions qu'on pose. Mais, tu sais. C'est comme quand mon père m'a montré à frapper des balles de golf. Pique les genoux, fais ça. J'ai comme 10 ans. Swing. J'ai même pas touché à la balle. Mais t'avais un maudit beau swing, par exemple. Ben, probablement pas, mais bon, au moins, mes genoux étaient pliés. Puis, ce qui me montait dans ta dernière phrase, c'est que, tu sais, on a parlé d'écoute active. Puis là, on disait de fine-tuner à la limite nos questions. Je veux dire, les deux, c'est difficilement compatible. Là. Je veux dire, si je suis en train de déguiser ma question qui s'en vient pendant ce temps-là, je t'écoute. Zéro pin bar. Parce que je veux tellement qu'elle soit parfaite. Là, ça sent bien l'attention. Oui. Tu peux même demander à ton coach de te challenger. Hein, de dire, hey, on a une entente. Je me pratique à être coach. J'ai écouté un podcast. Puis mais écoute, hey, Alex, si je te pose une question et tu te sens jugé, dis-moi-le. Dis-moi-le, c'est pas grave. Je te pose une question puissante, une question fermée, et réponds juste par oui ou non. Je sais que c'est pas toujours des réponses oui ou non quand on pose des questions fermées. Puis les questions fermées, c'est pas le mal non plus. Mais juste pour que moi, je peux me pratiquer, fais tu réponds par oui ou non, puis je vais c'est Alex BU. Attends un peu, donne-moi 2 secondes. OK, Alex, comment que blablabla. Ça se fait, ça. Oui, ça se fait. Ça, tu as dit le coaching log, juste. Je pense être conscient, revenir sur la discussion que tu viens d'avoir, des fois, prendre, tu sais, je l'ai dit tantôt, là, prendre une pause, prendre 5 minutes après une rencontre, là, puis faire, OK, j'ai eu ces conversations-là, j'ai posé cette question-là, j'avais quoi comme intention quand j'ai posé cette question-là? Mais tu dis du jugement dans cette question-là, la réponse peut être oui, puis vous n'êtes pas un mauvais gestionnaire, là, vous n'êtes pas un mauvais coach, vous n'êtes pas un mauvais. Tu sais, juste de dire, c'est vrai, j'ai tendance à poser cette question-là de cette façon-là. Tu sais, on a tous des réflexes, là, des façons de parler. Là. Moi, des fois, j'ai des expressions qui sont. Je formule les choses d'une certaine façon quand je parle de ça, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui formulerait ça de même. Tu sais, juste d'en être conscient, puis de faire un petit peu mieux la prochaine fois. Déjà. Tu peux même le dire. Vraiment hot, là. Hey, la dernière fois qu'on s'est parlé, je me rends compte, je regardais mes notes. Question, c'était nul à chier. J'ai demandé pourquoi tu n'as pas fait ça. Ce que je voulais savoir, c'est plus qu'est-ce qui s'est mal passé, puis comment est-ce que la prochaine fois, on peut mieux te supporter, tu sais. Là, je pense aux gestionnaires qui nous écoutent. Salut, Paul. Paul, puis il dit, sont-tu bisounours, ces trois-là, franchement? Pourquoi étant pas sûr de coach? C'est là qu'on n'a pas posé cette question-là, mais c'est quoi l'avantage de poser des questions puissantes versus juste dire à l'employé, mais faites un maudit job, puis puis je veux que ça soit fait pour demain. Point. Puis être très clair, affirmatif, puis très clair, mesurable, quantifiable. Et moi, les gugus bisounours, comment tu te sens? Si tu étais un arbre, quel genre d'arbre serais-tu? C'est une question où je pense que l'opinion sort un peu plus que la connaissance. Je vais donner mon opinion sur cette question-là. Oui. Si pour vous, vos employés, si une posture de coach, c'est pas important, c'est important ou pas important, c'est quelque chose que je devrais faire? Posez-vous la question. Est-ce que je veux vraiment que mon employé grandisse pendant qu'il est avec moi dans ce travail-là? Ou est-ce que ça change rien pour moi? Si la réponse est ça change rien pour moi, je veux juste qu'il fasse sa job, ben ça vous sert à rien de poser ces questions-là. J'aurais le goût de challenger, par exemple, puis de dire si la seule chose qui fait que la personne reste, c'est le chèque de paye, puis le contexte, etc., puis tout, dans le contexte socio-économique dans lequel on est, êtes-vous vraiment à l'aise avec votre intention d'employé? Il y a un autre sujet à aller là, je sais pas si on va aller là, mais ça, c'est ma réponse à moi. Mais si vous voulez vraiment que la personne grandisse, puis pas juste on te donne 1 heure de formation payée aux 4 mois, grandit, mais vraiment que la personne ait le sentiment qu'elle grandit, puis qu'elle se sente, qu'elle ait un sentiment d'actualisation puis d'accomplissement. On se rappelle la pyramide de Maslow, là, les besoins. Là, en haut, il y a l'actualisation, le sentir qu'on sert à quelque chose, qu'on grandit, tout ça. Je pense que une nouvelle génération, tu as parlé de génération tantôt, je pense que c'est peut-être une différence un peu. Les nouvelles générations qui sont plus pessimistes au contexte économique, climatique, etc., voient beaucoup plus le
eux, comment ils peuvent grandir que juste le chèque de paye. Là. Fait que, pour moi, c'est ça mon opinion. Oui. Un peu. Une autre force d'une posture de coach pour le gestionnaire, ça serait quoi, selon toi, Mathieu? Moi, c'est pas tant sur la force de la posture de coach. Je voulais juste ramener ton mot classique d'intentionnalité. Tu sais, si Paul. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Ouais, on le ramène ce soir. Si Paul, là, il est avec sa gang, puis il y a un crash en prod, là. C'est bien correct qu'il soit pas dans une posture de coach puis qu'il soit hyper directif. Hey, Bob. Toi, tu t'en vas là-bas. Toi, tu t'en vas là. Moi, je vais faire ci. Y a-tu quelqu'un qui va regarder ça? On se reparle dans 15 minutes. OK, c'est bon. Tu sais, c'est correct de ne pas être 100% à gauche, 100% à droite. C'est un bon point à mettre, ça. Comme gestionnaire, la posture de coach est une posture. C'est pas ta job à 100%. C'est une posture. Exact. Tu peux être l'expert, tu peux être le gestionnaire, tu peux être le méchant, le gentil. Puis je joue le chapeau que tu juges qui est le meilleur au moment propice. En fait, prenez pas juste ce chapeau-là. Parce que là, t'es un bisounours, puis tu vas chanter Kumbaya, puis that's it. Mais en fait, tu feras pas ta job comme du monde de gestionnaire. C'est un point important à retenir. Si on s'en va en camping, les trois, là, puis qu'Eric, j'essaie de monter une tente, là, puis je suis jamais monté de tente, je suis vraiment nul en camping, là, puis tu me dis, qu'est-ce qui manque, Alex? Tu m'aideras pas, là. Je vais être comme, il manque que la tente à surmonter, là. Aide-moi, là. Tu comprends, là? Oui, mais même la préparation du podcast aujourd'hui, j'ai carrément dit, j'aimerais que le point central serait ça. Ouais, exact. C'est correct. Je suis quand même cherché dans ton approbation, parce que c'est toi l'invité, là. Oh, mais. Oui, puis je pense que c'est correct dans le contexte. J'ai pas dit, qu'est-ce que tu as le goût de faire, man? Mais en fait, c'est un mélange des deux, si tu veux. Un gros avantage, bien sûr, c'est entre autres, c'est le volet gestion de changement. Si c'est la personne qui trouve la solution, comme gestionnaire, bordel, j'ai rien à faire. C'est même j'ai rien à faire. L'autre volet, c'est, comme gestionnaire, il ne faut pas oublier qu'on est déconnecté sur l'exécution. Que ce soit 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, c'est fort probablement que ton employé a des meilleures solutions que toi. Pourquoi pas l'aider à découvrir cette solution-là? Fait que ça fait juste du bon sens d'avoir une posture de coach comme gestionnaire aujourd'hui. Puis tu veux des gens aussi qui sont... Tu sais, des gens qui activement réussissent à régler des problèmes et à grandir un peu. Des gens qui prennent goût aussi à continuer de régler des problèmes puis de grandir, etc. C'est des gens qui vont devenir meilleurs. C'est des gens qui vont être plus motivés. Puis égoïstement, tu vas même monter comme gestionnaire. Je veux dire, si tu builds une équipe en dessous de toi qui sont performantes, etc., ben, tu vas avoir le rôle de directeur puis de ci, puis en plus de ça, imagine que t'es gestionnaire, tu fais ça avec ton tech lead, puis le tech lead apprend de ton gestionnaire, puis lui, il le fait avec sa gang. C'est malade. C'est exponentiel. Puis tu viens maître du monde. J'ai le goût de dropper un claim, là, mais... Puis je vais le faire parce que why not? Il est trop tard. Il est trop tard, j'ai commencé. Voici de textrait, c'est bon. Mais j'ai coaché beaucoup de gens qui étaient dans des postures de leadership. Puis j'ai aussi été dans des organisations qui me demandaient de coacher des gens. Coach telle puis telle personne. Puis des fois, tu as des gens qui sont comme, OK, t'es là, pourquoi? Puis mon boss t'envoie, puis ils veulent pas nécessairement pour X raison. Les gens qui étaient le plus ouverts, qui étaient comme, OK, je vais t'utiliser, là, je vais essayer, je vais me poser des questions, puis je vais faire de l'introspection, puis oui, je veux être un... Mais ça fait peut-être quoi? Pas autant longtemps qu'Eric, là, mais que je coach en organisation, ça fait peut-être quasiment 15 ans. Là. C'est pas mal la même chose. Okay. J'ai contact LinkedIn là, de plein de monde que j'ai déjà coaché avant, puis tout ça, puis la grande majorité des gens qui étaient super ouverts puis qui travaillaient beaucoup leur posture de leadership, puis tout présentement, là, quand je les ai rencontrés, ils étaient directeurs, sont tous rendus VP principal, ils ont tous monté beaucoup dans leur carrière. Plus que les gens que j'ai dans mon LinkedIn aussi, qui étaient plus en mode exécution, en mode pas besoin de ça présentement, là, puis je veux pas me poser ces questions-là. Fait que je dis pas que c'est très anecdotal, là, mon claim, là, mais on veut des chiffres, on veut de la data. J'ai pas d'études, là, mais j'ai l'impression que la posture de leadership, c'est pas tout, comme on a dit. Là. Il y a la posture de coach. La posture de coach, de bon leader qui coach ses employés, c'est important. Il n'y a pas juste ça. Il ne faut pas juste avoir cette calotte-là. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment comme un super pouvoir. Là. C'est comme un edge que quand les gestionnaires développent, ils ont ça de plus dans leur outil que peut-être d'autres gestionnaires n'ont pas. Ouais, c'est un quotient émotionnel hein, qui s'ajoute à ton pedigree, à ton avec profil. Tout ce qui s'en vient, je pense que ça va
donner un edge encore plus. C'est pas sûr qu'on avait prévu, puis on en parle dessus. C'est pas Est-ce que ChatGPT peut être mon coach? Oh, j'ai pas essayé ça. Oui, puis non. Qu'est-ce que réponse safe, ça? Ouais. L'étape après, non, c'est ça. Le nom est plus intéressant que le oui. Et des fois, il est tout le temps. Tu sais, ChatGPT, Est-ce que tu l'utilises d'heure? Je pense que je veux me divorcer. Il se passe ça dans ma vie. Que devrais-je faire? Tu sais, peut-être que ChatGPT va te poser des questions, que la question va vraiment te faire réfléchir. Mais tu remplaceras jamais quelqu'un qui s'assied devant toi, qui t'écoute pour de vrai, puis qui est capable de... Puis que tu t'ouvres, puis que la personne est comme... C'est correct, moi aussi je me sentirais de même. Puis que là, t'as l'impression que tu peux tout déballer à cette personne-là, qu'elle te jugera pas, puis qu'elle va t'écouter. En fait, quand tu as commencé à répondre, j'ai fait je pense que je suis un peu plus confiant que ce que tu disais. Puis là, m'est revenu ta statistique de 8,92. Je veux dire, il y a juste 8% de l'information. Fait que même s'il est 1 milliard, 1 trillion de fois plus brillant que moi là, dans sa formulation de questions puissantes. Il n'y aura pas de jugement, ça va être puissant, ça ne sera pas yes-no. Tout ça n'empêche qu'il y a 8% de l'information. Puis il va... Mais en fait, ça va être intéressant de voir comment, puis là, on passera sur une balloune, mais comment ça va aider dans des situations de coaching. Tu sais, mettons, moi, je l'ai utilisé pour monter des rétros, des trucs comme ça préalablement, mais live, là, je sais pas. Live, j'ai failli il y a quelques mois, puis la latence était trop grande, fait que ça brisait le flow, fait que j'ai mis ça de côté. Mais j'ai posté sur LinkedIn ce week-end, demandé la question à ChatGPT, dis-moi quelque chose sur moi-même que possiblement, je le connais pas sur moi déjà. Là. Puis j'ai eu plein de il y a des gens qui ont publié les réponses, puis les gens étaient comme épatés. Et puis j'ai eu aussi des messages en privé de gens qui ont dit aïe aïe. C'est quand même, mais c'était intéressant ce qu'il y avait dit, parce que tu veux pas, il conserve tout, hein? Oui. Fait qu'il y a des choses qu'il est capable de dire peut-être. En même temps, je me dis, c'est-tu plus un phénomène horoscope ou pas? Horoscope, parce que tu peux les n'importe quel, tu vas dire, hey, c'est moi, c'est moi, hey, c'est moi, hey, c'est moi, ça aussi. Il va-tu donner du stock qui entend des coachs à ICF dire, puis c'est-tu relié à toi? Mais si on parle du futur, je pense que tu disais le 8%, mais tu sais, je veux dire, rien qui empêche les AI de lire ton non-verbal, puis surtout, en fait, ça va probablement être très facile pour les AI de faire ça. Ouais. Puis lui, son écoute active va être active. Elle doit être solide. Plus que la nôtre. Exact. Ouais. Mais le client ou la personne qui sait que c'est un AI, ça va, je sais pas, la relacité. Le côté relationnel. On a le test de Turing, puis là, à quel point il a de l'air d'un humain, puis etc. Là, mais... Ouais, excusez, on a ouvert une porte. Oui, un dérapage majeur. Ça, les amis qui écoutent, c'était pas prévu, pas en tout, mais avoir su, j'aurais préparé ça d'avance un petit peu plus, puis j'aurais même créé un custom GPT pour voir si on me faire se faire coacher. OK. Donc, on était avec le gestionnaire. Là. C'est quoi l'avantage pour lui de être kumbaya, puis à quel point il peut utiliser le coaching? Moi, ce que je retiens à date, là, c'est, tu parlais de la chance de développer son monde, puis etc. Moi, j'ai juste ajouté la petite twist de, c'est pas utilisé tout le temps, là, soit dans ton intentionnalité. Oui. Puis la bonne posture pour le bon moment. Exact. Ouais. Puis après ça, je pense que tu l'amenais sur, excuse-moi, j'ai manqué un bout. Tu écoutais pas? Ben oui, mais bien au contraire, mais je suis capable de le C'est le volet gestion de changement. Il y a plus de chances que les gens vont faire des choses par responsabilité individuelle versus par obligation. Si c'est la personne elle-même qui trouve l'idée. Ça se pourrait fort bien que tu n'as pas dans le même meeting de 45 minutes que tu pivotes pour dire j'entends ce que tu me dis comme solution, mais voici le problème avec ça. Donc, changer la casquette de coach à expert ou quelqu'un qui comprend un peu plus l'aspect politique de la chose pour guider, pour tomber plus en mode mentor. Oui. Une chose qu'un coach ICF ne peut pas faire. Non. Mais un gestionnaire qui adopte la posture de coach, en fait, des fois, doit le faire. Oui. Puis tu avais apporté le fait aussi de l'intelligence collective. Là. C'est-à-dire que peut-être que son employé connaît beaucoup plus de trucs, il est plus groundé, il est plus proche de la machine, plus proche de la technique, peu importe, là, mais il va être capable d'aller plus loin. L'intelligence de l'individu, puis, mais si tu fais en équipe, là, tu profites de l'intelligence collective. Mais aussi, l'autre volet aussi, c'est que ça fait des petits. Exact. Puis là, tu deviens super VP truc sur LinkedIn. Super VP. Puis là, Alex, parce qu'Alex il t'ajoute. Exact. Là, moi, je t'ajoute sur LinkedIn, puis comme je le savais. On veut des noms.
C'est pas important. En fait, c'est tout. C'est même, genre, je peux pas donner de nom dans le code d'éthique d'un CF, mes clients sont confidentiels. Oui. Oui. Ben, comme n'importe quelle relation d'aide, comme un travailleur social, un psychologue. Le contenu était confidentiel, mais les noms en l'existence de la relation de oui. coaching. Ah oui, moi, okay. Dans mes ententes de coaching, oui. Puis dans le code d'éthique, c'est recommandé, c'est obligatoire. Okay. Comme le client peut me dire oui, ça me dérange pas, tu peux en parler. Là. Je pourrais avoir un client qui dit hey, je t'ai vu sur tel podcast. Oui, j'y retourne. Ah, si tu veux parler de que tu me coaches sans parler du contenu, je te laisse, je pourrais décider de le faire s'il me dit ça, oui. Mais sinon, par défaut, là, c'est confidentiel. Ouais, puis, de toute façon, ça n'a pas tant d'intérêt, c'est qui, quand, quoi, comment. Là. Pas tant, non. C'est, les humains, sont des humains. Ouais. Ça devient plus du potin. Là, on revient à tout à l'heure. Là. Ouais, puis c'est quoi les intentions de parler de ton client? C'est-tu, là, tu es en train de faire ça pour name dropper pour toi? Parce que tu as le président de Bombardier comme. Puis là, soudainement, ben, t'es plus 100% en mode même. Je sais que c'est en dehors d'une relation de coaching, mais ça l'amène l'idée de comme c'est pour toi que t'en parles. Ouais. Fait que c'est un biais un peu qui est dangereux dans le coaching, vu qu'on essaie de faire ça pour nos clients. Ouais. On pourrait aborder un autre point. C'est déjà quelques temps qu'on se parle, mais un qui m'intrigue, parce que ça m'intrigue. Voilà. Dans la compétence de faciliter l'apprentissage et la réussite, le point 11, gérer les progrès et la responsabilité, ça m'intrigue. What the heck is that? On peut aller dans le détail. J'ai un 4 secondes de comme, OK, en anglais, ça, c'était le 11e, c'était celui-là. OK, oui. Et boy, okay. Tu peux même prendre le temps de le lire, hein, c'est vraiment pas grave. Facilitate client growth, je pense, en anglais. C'est écrit différemment en anglais. Facilitate, on dirait que c'est mieux que gérer. C'est à quoi en anglais? Facilitate client growth. Ah, mais là, t'as probablement différent. Fin de la question, merci. C'est vrai. Mais ça, on va parler du commitment. Parce que le W du grow. Là. Puis ça, dans un contexte où on parle d'un gestionnaire avec ses équipes, c'est super intéressant parce qu'il arrive la notion tu parles de gestion de changement, motivation intrinsèque, qui est comme je désire de faire ça intérieur. Fait que ça va être très facile pour moi de faire ça. C'est au-delà de l'imputabilité, je suis responsable. Oui, puis il y a des facteurs qu'il faut qu'ils soient en place pour que quelqu'un puisse se sentir avoir un désir intrinsèque de faire les choses versus j'ai une motivation externe qui est c'est mon travail puis j'ai pas le choix puis c'est la vie. Un bonus à la fin de l'année. Ouais, c'est exact. Tu tapes dans le dos puis un trophée. Exact. Comme nous, si on avait un boss qui nous imposait à faire un podcast, il n'y en aurait plus de podcast aujourd'hui. Probablement. On le fait parce que ça nous appartient. C'est nous avons décidé de le faire puis c'est nous qui le maintenons. Je sais pas à quel point après votre journée de travail vous seriez ici. C'était pas un désir si intrinsèque. Si t'es avec un boss après la journée de travail, très peu probable. Fait que se mettre des objectifs quand tu es un coach qui a un client, ton coach ton client te dit j'ai le désir de prendre plus souvent la parole en meeting puis d'outrepasser la peur que j'ai de ne pas dire la bonne chose. OK. Cool. Comment tu vas faire ça? Puis c'est là que, quand on dit faciliter, là, il est marqué gérer les progrès et responsabilités, c'est une façon de l'écrire, là, mais de faciliter ça, c'est d'essayer de dire, OK, à quel point tu es motivé pour faire ça? À quel point moi, j'aime ça faire tout mettre sur 10 là, avec mes clients, là, juste benchmarker un peu. Là, comme, sur 10, comment tu es à l'aise? C'est quoi les pourcentages de chance? Là, c'est quoi? À quel point c'est un effort pour toi sur 10 présentement? C'est un effort à 7 sur 10, ça va être tough. Oh, fait que ça va être tough. Tu veux faire ça comme d'ici notre prochaine rencontre ou d'ici les prochaines semaines, ça n'a pas rapport avec les rencontres nécessairement, mais tu veux faire ça dans les prochaines semaines. Tu penses que il y a combien de pourcents de chances que tu donnes le go de le faire? Puis tout? Pas tant que ça. OK, qu'est-ce que tu pourrais faire pour ça? Les conditions. C'est d'aider le client à dire OK, mais même moi, j'ai de la misère à prendre un commitment complet, à me responsabiliser par rapport à cet objectif-là que j'ai. Puis de l'aider à réfléchir à pourquoi. Des fois, j'ai des clients en coaching qui vont dire mais si tu me poses la question, j'essaie de jamais poser la question. Hey, tu m'as dit que tu allais faire ça dans ton plan d'action la semaine passée. Où ça en est rendu? Où ça en est rendu? Je veux pas me mettre en position où c'est moi le gourou, c'est moi le donneur de devoir, puis tu dois report. Je le fais jamais, moi. Je fais jamais dessus. Si la personne veut m'en parler, mais je le note, je l'ai quand même noté. Oui, je suis au courant de ce que tu devais faire. C'est ce qui m'amène à la prochaine question. Mais fait que des fois, il y a des clients qui me demandent, mais peut-être que si tu me poses la question dans une prochaine séance, puis je sais que tu vas me la poser, je vais. C'est bon. Souvent, c'est une étape que je suis comme, OK, si tu veux que je fasse ça pour toi, je vais le faire. C'est autre chose. Puis là, dans une autre séance, vient la question, OK, quand je vais pas être là, comment tu vas faire?
qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, parce que tu veux pas non plus que la personne soit dépendante de tes séances de coaching. Là. Quand cette entente-là arrive, est-ce que c'est la première chose que tu demandes ou tu attends que la réponse vienne? Puis anyway, vu qu'il te l'a demandé... J'attends que la réponse vienne. Anyway, tu le fais pas. Puis... Anyway, je le fais pas. Souvent, c'est comme, tu me demanderas pas. Ouais, je peux te demander. Souvent, c'est comme, la personne est comme, me semblait que tu allais me le demander, fait qu'elle l'amène parce qu'on a cette relation-là, qu'on dit les choses, mais ouais. Puis s'il attendait, puis pendant tout le temps, il l'avait dans le Puis des fois, j'ai des clients qui sont comme, je suis comme, puis comment tu te présentes dans notre séance aujourd'hui? C'est très général. Très général, go. Puis des fois, ils s'en vont carrément ailleurs, ils ont besoin d'aller ailleurs. Là. Fait que je suis qui pour dire non, la semaine passée, tu voulais aller là. Non, là, aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui. Tu as besoin de parler de ça, on parle de ça. Cool. Qu'est-ce qui t'amènerait à mettre fin à une relation de coaching? Je pense que si la personne. Il y a plusieurs. Il y a moi mettre fin à la relation de coaching qui serait dans un cas où le code d'éthique devient difficile à appliquer. Là. Okay. Genre, la personne veut des conseils. Je sais pas, là, la personne reach out en dehors de notre relation de coaching puis me demande il s'est passé ça, il s'est passé ça. Puis je l'ai adressé avec elle, mais elle compte. Puis il y a ça, il y a peu de raisons, honnêtement, pourquoi je ferais ça, mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je suggérerais à la personne ou je questionnerais si la personne a vraiment besoin de ça. Ouais. J'ai des clients qui, c'est comme, ils veulent du mentorat en réalité. Ouais. Ils veulent. Puis des fois, mon background, parce que j'ai beaucoup de clients qui regardent, OK, Alex, il a coaché des entreprises, il a coaché beaucoup de gestionnaires en entreprise. Fait que j'ai beaucoup de gens qui sont gestionnaires, qui sont en leadership, qui voient que j'ai fait des transformations agiles, puis qui ont un contexte qui bouge un peu, qui sont en changement au travail, ils viennent me voir. Je les comprends. Mais au final, le coaching, c'est pas à propos de je vais pas donner de conseils. Fait que est-ce que le fait que j'ai vécu tout ça, puis je sais un peu qu'est-ce que tu vis, m'aide? Ben, ça m'aide à être empathique, oui, parce que je peux comprendre ce que tu vis, mais est-ce que ça m'aide pas tant que ça? Fait que des fois, j'ai des clients qui sont comme non, donne-moi des trucs, non, donne-moi des. Puis souvent, je suis là, ben, c'est pas la relation qu'on a. C'est pas la relation qu'on a, mais c'est la relation que tu aimerais avoir, c'est quoi? Puis là, on m'explique, puis je me rends compte qu'ils ont besoin de mentorat, ils ont besoin de X, puis c'est pas ça que moi je veux faire, c'est pas ça que moi je. Ben là, souvent, je suggère, hey, est-ce que c'est vraiment de ça que tu as besoin? Moi, je suggère peut-être que tu aurais besoin, puis je te laisse y réfléchir. Fait que, des fois, je suggère à la personne, c'est pas nécessairement moi qui dis non, c'est fini, tu sais, mais je suggère le hey, je pense pas que ça fonctionne, ou quelqu'un qui a besoin, qui me parle de justement de problèmes plus psychologiques un peu, qui dit non, je veux aller régler ces problèmes-là, ou qui se rend compte en me parlant. Hey, j'ai vraiment besoin de régler ces problèmes-là. Je me rends compte que j'ai vraiment, là, ça me suit toute ma vie, ça, puis ça fait 15 ans que ça revient, puis ça revient, puis ça revient, puis là, on en parle, puis ça revient. Je pense que je devrais adresser ça. Je suis comme, OK, mais peut-être la psychologie, c'est une bonne... Ah oui, je vais faire ça en plus. Des fois, en plus ou à la place, peut-être que le coaching, c'est pas le bon moment. Peut-être que Fait que, ouais, ça arrive. Oui. Toi, Mathieu, moi, je suis peut-être un peu vite sur la gâchette pour mettre fin des relations de coaching. Pour déclencher, ouais. J'ai pas de... En fait, moi, c'est rare que j'ai pas un bout de mentorat dans mes relations. Ouais, mais ça va varier parce que je suis pas encadré avec ça. Fait que des fois, ça vient juste du pur mentoring. Ouais. Puis, mais comme coach agile, c'est ça. d'emblée, on pivote continuellement, c'est normal. C'est pour ça que c'est rare que là, je m'éjecte parce qu'il reste quand même un petit peu de mentoring. J'ai coaché un CTO il n'y a pas si longtemps. Ça a commencé comme du coaching pur et dur, parce que j'ai jamais été CTO. Je pas d'une position pour être un mentor. Fait que je devais coacher, mais à un moment donné, ça allait évoluer vers autre chose. Comment que je peux organiser mon entreprise pour que ça soit comme ça. Je pense que je vais te conseiller quelqu'un d'autre. Tu vas savoir de qui je parle. Là. Mais c'est Stéphane qui avait... C'est un client Stéphane. Un ami à Stéphane, en fait. Fait que c'est normal, ça a bien entendu, puis ça s'est bien fait. Dans d'autres cas où c'est plus tough, c'est le fameux W. Si la personne dit « Oui, je vais faire ça », il revient, il ne m'en parle pas. C'est son coaching. Oui, je vais faire ça. Il revient, il m'en parle pas. Il m'en parle pas. Finalement, on fait juste, on jase. Tu t'es payé à écouter la personne. Ouais. Mais surtout si c'est son employeur qui paye le coaching, à ce moment-là, moi, je dois arriver à une étape, même si c'est lui qui payait, là. Même si c'est lui qui payait. Mais surtout si c'est son employeur qui paye, je dis, écoute, Paul, je vois pas de valeur au coaching. Il peut me challenger. Puis il me dit, non, Eric, j'aime ça juste me défouler puis t'en parler.
Là, je sais pas. Rendu là, c'est un call, mais ça se peut que OK, d'accord. Mais moi, en même temps, il faut que je chante que j'ai de la valeur dans la relation aussi. Puis si je sens qu'il n'y a aucune valeur dans la relation, c'est donnant quelque part, le coaching, je pense. Je dis, ben, je ne suis pas la bonne personne. Va parler à d'autres personnes, défoule-toi devant un miroir, parle à ChatGPT, je sais pas. Je suis peut-être pas la bonne personne. Ça, moi, je m'obstine plus un peu. Oui. Moi, je suis genre à faire hey, on a parlé de ça la dernière séance. J'ai l'impression qu'on va s'en aller là. Là, j'entends que tu veux aller là. Qu'est-ce que tu as envie de changer dans ta vie aujourd'hui? C'est quoi? Qu'est-ce qui serait une chose que je ramène? Si je vois que hey, on a plusieurs. Tu sais, je suis très explicite, on va se le dire, je vais te le dire. Hey, OK, tu veux parler de ça. La session d'après, hey, tu me parles d'autre chose. La dernière fois, tu m'avais dit que tu voulais parler de ça. Sur quoi? Je vais donner des chances. Parce que des fois, les gens, il y a de quoi qui bouge à l'intérieur d'eux autres. C'est flou, ils savent pas eux-mêmes. Fait que j'essaie d'aller le chercher. Si après ça, clairement, ça s'en va nulle part, puis la personne est. Honnêtement, j'essaie d'arriver au constat avec la personne. Je suis comme, hey, on a fait 8 sujets. As-tu l'impression que tu as avancé? Ah, ben, ça fait du bien de parler des fois. OK, là, je vais peut-être. Fait que j'essaie peut-être un petit peu plus. Puis je coupe un peu plus mes clients. C'est quelque chose qu'avec Martin Proulx, là, mon coach à moi, on a travaillé beaucoup. Là, je me rendais compte que des fois, j'ai des clients qui partaient. J'avais du coaching pro bono là, que je faisais dans le cadre de ma formation. Puis Martin, c'était enregistré. Martin pouvait voir ces séances-là. Il me disait Alex, pendant 28 minutes, là, ta cliente t'a expliqué quelque chose qu'elle t'avait déjà expliqué la séance. Ouais, c'est vrai, c'était une histoire que ça s'était passé de même. Hey, une autre histoire, j'ai fait la même chose. Hey, une autre histoire, j'ai fait la même chose. Puis ça faisait du bien là, de se défouler. Puis hey, j'ai vraiment ces réflexes-là. Je fais vraiment ça comme ça. Il me disait, pourquoi tu l'as laissé parler pendant 28 minutes? Puis je dis, ben là, l'écoute active, c'est important. Puis la présente, oui. Mais ça fait comme 8 sessions que tu as avec elle. La couper, est-ce que vraiment ce serait si dramatique que ça? Il a fallu que je fasse hey, ouais, c'est vrai, puis que je me pratique à comme interrompre. Qui n'était pas une question à pourcent, c'est un jugement. Mais c'est lié envers lui-même. Dans ce temps-là, c'est quand même. Je pensais que c'était Martin qui t'avait posé cette question-là. Ah, OK. Si envers toi-même, tu peux t'auto-juger. Oh, oui, ça va. Ouais, on peut. Non, puis j'avais quand même un peu de mentorat avec Martin où ce que j'ai demandé, j'ai dit des fois, je veux que tu vois des choses, je veux que tu me challenge-moi violemment, c'est correct. C'est correct. On a eu la discussion, mais fait que d'interrompre des fois puis de faire hey, je sens l'histoire. Tu peux continuer après, je veux juste t'interrompre 5 minutes. J'entends une autre histoire qui. Ce que j'entends, c'est ça, puis tu m'avais conté ça aussi, qui était un peu la même chose. Tu veux que tu comprennes le temps. Est-ce que tu veux utiliser le temps pour me. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas parlé dans cette histoire-là? Qui est relié à l'objectif que tu aurais. Juste ramener des fois les gens. Des fois, les gens vont faire comme ah oui, c'est vrai, c'est quoi que je veux? Des fois, la bonne vieille technique de Scrum Master, le parking lot. C'est vraiment cool. On va le mettre sur sa tablette. On va y revenir tantôt. Ton objectif. On peut-tu revenir le sujet précédent? C'est un cas parfait pour moi de bouteille rouge. Là. Si on ramène du début, t'es en train de reprendre. OK, repars de bouteille rouge. Parfait. Tout le contexte que tu as dit dans les 15 dernières minutes que tu avais dit la dernière fois qu'on est identifié comme bouteille rouge. Parfait, tu l'as dit. En repartant de là. Qu'est-ce qui s'ajoute à ta bouteille rouge? Et Mathieu, j'essaie de quoi? Oui, vas-y. C'est le moment où. Alex, mot de la fin. C'est la première fois qu'on fait ça. Oui, je sais. Soyez présent. Je pense que. Ça veut dire quoi? Soyez présent physiquement dans la pièce, pas juste dans votre tête à vous. Puis essayez d'être présent face à ce que les gens disent dans votre entourage. Quand quelqu'un dit quelque chose, essayez d'être explicite aussi. Quand je dis être explicite, c'est quand les gens posent une question. Posez des questions, soyez curieux. Ouais. J'ai eu un commentaire récemment qui était pourquoi tu as fait ça comme ça d'un client qui est comme mon boss. Ma première réponse a été de ben là, j'ai fait ça de même à cause de ça. Puis j'ai pris la peine de faire. Qu'est-ce qu'il me dit pourquoi? C'est quoi ton intention en me demandant pourquoi j'ai fait ça de même? Tu veux que je t'explique pourquoi? Ah non, je suis curieux parce que moi, j'aurais fait ça de même. OK. Puis c'est juste, je me demande si t'as pas fait ça à cause de tel truc que tu sais pas. Ah, OK. OK. Moi, je m'en allais être à la défensive. Là, parce que dans ma tête, tu me disais que je n'avais pas fait la bonne chose. Fait que soyez présents, soyez curieux. Ouais. Très stoïque comme fin. Ouais.
On contrôle rien, sauf ta façon de réagir aux autres. Ouais. Je pense que c'est Carl... Sagan! Non, pas Sagan. C'est un psychologue des années 60 qui a dit dans le... Tu sais, on fonctionne beaucoup avec... On reçoit un stimuli, on a une réponse émotionnelle qui est très physiologique. Puis ça nous crée une réponse, puis on veut souvent répondre. Dans le laps de temps entre la réponse et le stimuli, c'est là qu'il y a tout notre pouvoir d'agir, puis tout le routing le routing qu'on peut avoir dans le monde est dans ce moment-là. Fait que plus on réussit à l'allonger, ce moment-là, plus on a de pouvoir. Le petit bout, là, puis là, c'est un sujet qu'on pourrait repartir pour longtemps. Fait que peut-être probablement qu'on va utiliser ton parking lot ou ta glacière, mais tu sais, dans le soyez présent. La glacière, ça, j'ai jamais utilisé la glacière. Je travaillais avec des gens franco. Être présent dans un team gros comme ça, des fois, c'est tough. Gros comme? Ben, tu sais, t'as 18 petites faces, ou même en one-to-one, dans un team. En ligne! Ah, OK. Être présent, des fois, en tout cas, moi, mon écureuil. Le non-verbal, il est tough. Vite. Ben, le non-verbal, c'est juste fucking plate. Là. C'est tough. Moi, je m'explique beaucoup sur les pieds, souvent. Quand je facilite une activité en groupe, je vais souvent regarder les pieds. Si je vois un pied qui commence à balloter, moi, c'est un indice que je vais peut-être dire Mary, qu'est-ce que t'en penses? Parce que tu vois, je présume une impatience, je présume... Pour la lecture de l'autre aussi, mais juste moi envers moi-même. Là. Ah, OK, oui. Mais coaching one-on-one en ligne, moi, ça me va. Coaching d'équipe en ligne, ça me saoule. Ouais, je suis même chose. One-on-one en virtuel, ça va quand même bien. Ouais. Je préfère en personne quand j'ai le choix, mais ça va quand même bien en virtuel. D'équipe, c'est difficile de porter attention à 9 webcams puis d'essayer de te mettre dans le... OK, ça, c'est un être humain qui a ce regard-là. Tu sais, des fois, en plus, le regard est comme dans l'écran, pas dans la webcam. Fait que, ouais, c'est difficile. Là, j'avoue, ça fait 1 an que je ne vis pas plus le phénomène de la cam fermée. C'est à cause de l'environnement où je suis actuellement. C'est une habitude, mais au début de la pandémie, du moins, c'était souvent le cas. Fait qu'imagine, coach une équipe, tu as 3 cams de fermés sur 5. Là. c'est pas plaisant. Fait que j'ai rouvert une canne, mais je pense que tranquillement, pas vite, on s'en allait vers le mot de la fin. Oui, mais tu as fait déjà commencer. Soyez présent. Soyez présent. Soyez présent. Si vous êtes un gestionnaire... Paul. On ne vous demande pas d'éliminer des choses, on vous demande d'en ajouter. Posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment le désir que mes employés y grandissent? Oui. Si la réponse est oui, essayez d'être curieux par rapport à comment eux, ils veulent grandir. Oui. Essayez de créer des liens de confiance, puis essayez de ne pas juste prendre les choses que vous entendez dans le podcast, puis ailleurs, puis de les appliquer à l'aveugle, mais poser des questions, puis ayez la conversation avec vos employés. Même si les premières fois, ça peut paraître awkward un peu, après 3-4 fois, là, c'est naturel au bout. Oui. Ouais. Le quick win, c'est pose une question qui commence par comment, puis écoute la réponse. Oui. Commence par ça. C'est bon, ça. Toi, tu posais ta question? Peut-être pour conclure le podcast? On le fait plus, ça? Ma question? Non. C'est les gens qui veulent te contacter. Non, mais je pensais qu'on essayait une nouvelle fin. Non, ben tu l'as mise en place comme une nouvelle fin. Fait que moi, je l'ai vécu jusqu'au bout. Ça pourrait être ça, parce qu'habituellement, on pose sur la question, mais les gens veulent te contacter, mais c'est toujours les mêmes réponses qu'on reçoit, LinkedIn, blablabla. Puis je mets toujours le lien LinkedIn dans les commentaires, anyways. Pas besoin. On l'a surtout pas posé, cette question. Ouais. Tu vois comment on l'a pas demandé? Ceci dit, si les gens qui veulent te rejoindre... Ça, c'est une leading question. Les gens qui veulent te rejoindre, LinkedIn, j'imagine. LinkedIn, j'ai un site web, alexbergeron.org. OK. Mais sinon, LinkedIn, c'est le meilleur moyen. Puis t'offres un service de coaching one-on-one. J'ai encore des places. Là, on tourne ça, on est en mi-octobre. J'ai encore des places de coaching disponibles. Puis j'ai du coaching professionnel. C'est encore du pro bono ou c'est du coaching? Non, t'as parti ta pratique, là. Oui, j'ai parti ma pratique. Félicitations. Puis, merci. Ouais. Si tu indiscret de poser la question, tu coaches combien de personnes aujourd'hui? Mais une dernière petite question. Tu peux coacher combien de personnes comme humain? Moi, présentement, j'ai un rôle en Agile. Là. Je travaille comme consultant, même chose, là, coach Agile. Ouais. Fait que je coach, j'ai de la disponibilité pour 8 personnes, puis je suis à
5 personnes sur 8. Puis il y a un coach qui fait juste ça. Il sera en mesure. Admettons un coach professionnel ça fait 5 ans qu'il est coach professionnel. Humainement, ça ressemble à quoi? Tu peux pas coacher 20 personnes. J'ai posé des questions à des gens qui font ça depuis des années, qui m'ont dit, moi, pas plus que 3-4 clients par jour. J'ai des clients qui m'ont dit, moi, pas plus que 7-8 clients par jour. 7-8 par jour? J'ai des gens je connais des collègues à moi qui sont capables de prendre 15 minutes après leur client, puis de recevoir ça, puis d'être top-notch. Moi... 3-4, ça me semblait... Moi, 3-4, c'est par jour. Ouais, 4 par jour, moi, full-time, ça serait bon. Non, mais mettons que tu ferais ça full-time. 3-4 par jour, ça me semble une limite. Ça tire de l'énergie. Non, mais c'est une limite théorique. Si des semaines de 3 jours, ça me va. Mais là, 5 jours par semaine, 3-4 par jour. Mais tu sais, c'est 1 heure. Je veux dire, tu fais un peu de sport, une méditation entre les deux. Mais chaque personne, il y a des personnes qui sont capables de faire une hygiène, ouais. Moi, j'ai besoin de prendre un 5 minutes avant mes rencontres, puis de faire un peu de méditation, puis de décrocher un petit peu pour être 100% présent après ça avec mon client. Ouais. J'ai besoin de prendre un autre 5-10 minutes après pour faire mes notes, me poser mes questions à moi, décompresser un peu, puis passer au prochain. Surtout des fois, quand c'est autre chose, là, c'est dans mon autre travail où souvent je coach dans les heures entre 4h30 puis 9h le soir. Là, fait que je suis déjà décroché un peu, mais même des fois, la vie, t'as des choses un peu, j'ai besoin de ce temps-là, mais je connais d'autres coachs que 30 secondes, puis sont centrés, j'ai un collègue que je connais qui je suis certain qu'il est capable de coacher plusieurs personnes par jour parce qu'il est très, très, très centré, il fait de la méditation, il a une facilité à accueillir ces choses-là. Moi, c'est ça. Moi, ça serait un reloading time. Moi, full time, je pense que ça serait 4 par jour à peu près. Ouais. OK. Mais là, 8 en plus de mon autre travail. Non, mais là, ça fonctionne bien. C'est ça que je fais depuis un bout déjà. Voilà. All right. Merci, Alex. Merci, Eric. Merci, Mathieu. Merci nos chers auditeurs et téléspectateurs. Ouais, les télésinos, non? Oui. Merci, Paul. Merci, Paul. Oui, Paul. Bonne chance, Paul. C'est le moment des remerciements. Bonne soirée, tout le monde. Ciao.